Le premier siège du château d'Édimbourg. Édouard Ier frappe. Ce soir, nous avançons lentement, comme un clair de lune glissant sur la pierre mouillée. Tu es là pour te détendre, pour laisser les histoires adoucir les bords rugueux d'une longue journée. Alors, relâche tes épaules, respire calmement et laisse le poids tranquille des vieux murs t'apaiser. Notre but est simple. 1000 petits tapotements sur le bouton « J'aime » avant l'aube et un voyage qui t'accompagne doucement vers le sommeil. Le château d'Édimbourg repose sur une arête de roches noires, plus ancienne que la mémoire. En contrebas, les rues s'enroulent, les mouettes tournoient et le vent a le goût de mer et de fumée. De là-haut, le monde paraît minuscule, et pourtant cette roche a vu passer la montée et la chute des rois. Il y a bien longtemps, un roi anglais au pas de fer est venu du sud, ses bannières lourdes de froide détermination. Il n'était pas pressé. Une armée ne l'est jamais. Elle traîne toujours derrière elle des chariots et des disputes. En bas, dans la ville, on frissonnait déjà, les portes verrouillées, les murmures glissant dans les ruelles comme des chats. Sur le rocher, la garnison vérifiait ses réserves, tendait ses arcs. Il connaît certes les colères royales, mais jamais une comme celle-ci. Calme, méthodique, patiente comme le gel qui gagne lentement un champ. Des messages sont montés en exigeant la reddition. Des réponses sont redescendues, minces et obstinées. Puis vinrent les craquements du bois, le claquement des cordes, le grondement sourd des engins de siège. Pas des feux d'artifice, mais plutôt comme une pluie qui tambourine sans relâche. La pierre frappait la pierre. Des éclats retombaient en arc lent, comme si le château abandonnait peu à peu une vieille peau fatiguée. La nuit, les torches dessinaient des lignes oranges parmi les tentes en contrebas. Sur les remparts, les hommes parlaient bas, partageant du pain et des souvenirs. Quand le calme revenait, il paraissait plus lourd encore que le silence. Dans la ville, les mères disaient à leurs enfants que le château était une montagne et que les montagnes ne bougent pas. Mais on peut affamer une montagne. Chaque jour, les jarres d'eau s'allégeaient. La viande salée s'amincissait. Le chant du puits descendait d'un ton. L'histoire aime faire croire que les victoires explosent. Celle-ci arriva comme une marée. Le roi anglais comptait les heures, laissant la pression user lentement ses adversaires. Une échelle ici, une poussée là, une porte testée, laissée à gémir, testée de nouveau. Quelqu'un, quelque part, décida de ne pas mourir pour un mur. Le moment où l'on cède n'est presque jamais crié. C'est un souffle, un hochement de tête, un regard vers sa maison et une clé qui tourne dans la serrure parce que les mains sont trop fatiguées. À l'aube, les étendards avaient en nous changé au sommet. De nouveaux serments furent prononcés. La roche fit ce que font les roches. Elle resta debout, mais avec d'autres hommes fixant l'horizon. Un connétable anglais prit place là où des Écossais riaient la veille encore. Des listes furent rédigées. Le château entra dans une chaîne de forteresses qui descendait envers le sud comme des perles sur un fil. Si tu es encore éveillé, tu te demandes peut-être quand viendra cette autre nuit. Celle où un roi écossais bien différent glissera à nouveau l'espoir dans ses pierres. Garde cette pensée. Nous viendrons à la réponse audacieuse de Bruce plus tard, dans son propre chapitre calme. Et si ta curiosité se tourne déjà vers la fière porte de Stirling, ne t'inquiète pas, son heure viendra. Pour l'instant, restons avec cette première prise, car les débuts donnent le rythme de tous les échos à venir. Qu'est-ce que ce premier siège a changé? Bien plus que des drapeaux. Il a appris à chaque seigneur que la pierre seule n'est pas un bouclier. La nourriture compte, les puits comptent, la patience est une arme. Il a aussi appris aux habitants d'en bas que les châteaux ne sont pas un théâtre lointain. Leurs fenêtres tremblent quand les empires frappent à la porte. Quelque part, un marchand a caché ses meilleurs biens. Quelque part, un enfant a appris le goût de la peur silencieuse. Le château, lui, a appris aussi. Il a découvert la valeur des passages secrets, des échelles, des cordes et des heures inattendues. Plus tard, d'autres sièges, ces raids de minuit à Roxburgh, la longue épreuve à Bothwell, le tonnerre à Stirling, se rappelleront tous cette première leçon. Une forteresse est aussi forte que la patience de ceux qui la défendent. Le raid du château de Roxburgh, l'attaque nocturne par les échelles. L'obscurité a cette manière de niveler le champ de bataille. Le jour, une forteresse comme le château de Roxburgh paraissait intouchable, ses tours dressées, ses murailles épaisses, ses défenseurs surveillant chaque approche. Mais la nuit, quand le silence recouvrait la terre et que seules quelques torches vacillaient sur les remparts, ce sentiment d'invincibilité pouvait s'effondrer. Et une nuit, il s'effondra. Ce n'est pas l'histoire de grandes armées s'affrontant sous des bannières, c'est l'histoire d'ombres, d'échelles et d'un pari audacieux devenu légende.
Le château de Roxburgh se dressait comme l'un des postes anglais les plus redoutables en Écosse. Une épine profondément plantée dans le royaume de Robert Bruce. Au début du XIVe siècle, l'Écosse avait vu château après château tomber par le feu, la ruse ou le siège acharné. Pourtant, Roxburgh tenait bon, protégé par sa puissance brute et par les garnisons anglaises qui connaissaient son importance vitale. Le prendre d'assaut semblait impossible, jusqu'à ce qu'un groupe d'Écossais décide d'utiliser la nuit, le silence et le courage comme alliés. Les assaillants arrivèrent de nuit, leurs armes étouffées, leurs échelles assez légères pour être portées mais assez solides pour supporter leur poids. Imaginez ce moment, les champs autour de Roxburgh plongés dans le calme, les murailles dressées comme des montagnes dans le ciel noir, et le léger bruit de bottes pressant la terre tandis que les hommes transportèrent leurs échelles vers le géant de pierre. Un pas de travers, une chute, un chien qui aboie, et la mission s'écroulait dans le chaos. Mais aucune alarme ne sonna, les Écossais avancèrent. Le génie de l'attaque résidait dans sa simplicité. Pas de grandes machines de siège, pas de bombardement, juste des échelles appuyées contre les murs au cœur de la nuit. Un par un, les hommes montèrent, le cœur battant alors qu'ils serraient les barreaux. Imaginez leur vue, le haut du mur se rapprochant à chaque pas, avec la certitude qu'un garde anglais pouvait surgir à tout moment. Le silence devait être assourdissant, mais d'une façon ou d'une autre, ils atteignirent les remparts, leurs lames brillant dans la lueur des torches, tandis que les défenseurs réalisaient, bien trop tard, que l'ennemi était déjà à l'intérieur. Le combat qui suivit fut brutal, rapproché, désespéré. Ce n'était pas le tonnerre des armées, mais le choc de l'acier dans des couloirs étroits, les cris de soldats surpris tentant de se ressaisir. Pour les Écossais, tout reposait sur la vitesse. Ils devaient submerger les gardes rapidement avant que la garnison entière ne s'éveille. Et ils réussirent. Le château de Roxburgh, autrefois jugé imprenable, tomba non par la force brute mais par un timing habile et un courage brut. Ce qui rend ce raid si marquant, c'est la manière dont il se démarque des sièges traditionnels qui avaient marqué la plupart des guerres d'Écosse. Ailleurs, des châteaux comme Stirling ou Caerlaverock subissaient de longues campagnes de famine, de bombardements ou d'assauts massifs. Ici, les Écossais avaient choisi l'agilité plutôt que la patience, l'audace plutôt que le nombre. C'était le genre de coup qui inspirait à la fois peur et admiration, car il montrait que même la plus solide des forteresses pouvait céder face à la ruse. Et il ne s'agissait pas seulement de gloire militaire. Capturer Roxburgh était une déclaration. Chaque château pris grignotait un peu plus l'autorité anglaise. Chaque victoire rapprochait Bruce de son rêve d'une Écosse indépendante. Tenir un château signifiait contrôler les terres autour, intimider les ennemis et inspirer les alliés. Ainsi, lorsque Roxburgh tomba, cela eut un écho dans toute la guerre, prouvant qu'aucun bastion n'était réellement hors de portée. Mais bien sûr, l'histoire de Roxburgh ne s'arrête pas à ce raid. Les châteaux en Écosse changeaient rarement de main pour toujours. Les luttes de pouvoir, la politique et les trahisons faisaient que les forteresses passaient souvent d'un camp à l'autre. Plus tard, Roxburgh connaîtrait un destin encore plus dramatique, lié à la volonté ardente d'une reine. Mais cela est une histoire pour plus tard, quand viendra le récit de la destruction finale de cette grande forteresse. Pour l'instant, il vaut la peine de réfléchir à ce que ces hommes accomplirent cette nuit-là. Armés de peu plus que d'échelles et de courage, ils modifièrent l'équilibre des forces, du moins pour un temps. Pas de canons rugissants, pas d'immenses trébuchets, pas de campements de sièges étendus à perte de vue. Juste le murmure de bottes dans l'obscurité, le grincement du bois contre la pierre et le cri soudain d'alarme quand l'histoire bascula à l'intérieur des murs de Roxburgh. Et c'est là toute la beauté de ces histoires de château. Toutes les victoires ne vinrent pas de la force brute. Certaines vinrent de la ruse, de l'audace et de la volonté de tout risquer en une seule nuit. Le raid nocturne de Roxburgh nous rappelle que même les murailles les plus solides ne peuvent tenir face à la détermination. Et en avançant dans l'histoire des sièges d'Écosse, vous verrez encore et encore que la seule force ne suffisait pas à décider du sort d'une forteresse. Parfois, il suffisait d'un plan rusé exécuté sous le voile de la nuit. Le face-à-face du château de Stirling, prélude à Bannockburn. Certains châteaux ne sont que pierre et mortier. Stirling, lui, Stirling était le destin. Au début du XIVe siècle, ce n'était plus seulement une forteresse sur une colline, c'était le pivot de la survie même de l'Écosse. Le contrôler, c'était contrôler les artères du pays. Voilà pourquoi, à l'approche de la fameuse bataille de Bannockburn, tous les regards ne se tournaient pas vers les rois ou les parlements,
mais vers ses murs rugueux. Voici le contexte. Nous sommes en l'an 13-14 et les guerres d'indépendance écossaises brûlent de toute leur intensité. Robert Bruce a arraché l'Écosse aux griffes de la ruine. Ses victoires et ses raids audacieux ont redonné espoir aux Écossais. Mais des garnisons anglaises s'accrochaient encore au pays comme des épines. L'une des plus importantes, le château de Stirling. Si Bruce voulait prouver que sa couronne valait plus qu'un simple titre, Stirling devait tomber. Or, Stirling n'était pas une forteresse comme les autres. C'était la porte du Nord. Les Anglais le savaient parfaitement. C'est pour cela qu'ils avaient concentré leurs forces pour la tenir. Mais le commandant écossais de la région, Edward Bruce, le fougueux frère cadet de Robert, décida de tout miser. Il conclut un accord avec le connétable anglais de Stirling. Si le château n'était pas secouru avant la mi-été, les Anglais se rendraient. Simple en apparence n'est-ce pas, mais en réalité, cet accord fit naître une horloge qui se mit à tourner. Tout le destin de l'Écosse se retrouva suspendu à une seule promesse, défendre Stirling ou le perdre à jamais. La nouvelle de cet accord parvint au roi Édouard II d'Angleterre, et cela l'enflamma. Il ne pouvait plus ignorer les raids écossais. Il devait marcher vers le nord avec toute la puissance de l'Angleterre. Bannières au vent et chevaliers cuirassés comme des tempêtes d'acier. Pour lui, il ne s'agissait pas seulement de Stirling, mais d'écraser définitivement la défiance de Bruce. Ainsi, la scène de Bannockburn fut dressée, non pas d'abord sur un champ ouvert, mais à l'ombre du château de Stirling. Pensy, une seule forteresse déclencha l'une des batailles les plus légendaires de l'histoire britannique. Sans la présence imposante de Stirling, Bruce n'aurait peut-être jamais eu l'occasion de prouver la force de l'Écosse à si grande échelle. L'accord de son frère, aussi imprudent fut-il, transforma Stirling en aimant attirant deux nations entières vers le choc. L'armée anglaise qui s'avançait était immense, la plus grande force médiévale jamais entrée en Écosse. Imagine, des dizaines de milliers d'hommes d'armes, d'archers et de cavaliers s'étendant sur des kilomètres, leurs armures scintillant sous le soleil. Pour les Écossais, qui pouvaient à peine rassembler une fraction de ce nombre, cela devait ressembler à une vague de fer prête à les écraser. Mais Bruce savait quelque chose qu'Édouard ignorait. Le terrain autour de Stirling pouvait devenir une arme. Les passages étroits, les sols marécageux, les pièges cachés allaient jouer un rôle décisif à Bannockburn. Mais cette histoire appartient au prochain chapitre. Pour l'instant, le château attendait, ses défenseurs sans doute anxieux. L'armée de secours arriverait-elle à temps? Édouard balayerait-il Bruce et reprendrait-il l'Écosse? La tension était insoutenable. Stirling n'était plus seulement une forteresse, c'était une horloge comptant les minutes avant le désastre. Et c'est là qu'on comprend que les châteaux n'étaient pas seulement des bastions de pierre, ils étaient des compteurs. Stirling racontait une histoire d'inéluctable. Il obligeait les Anglais à agir et offrait à Bruce la chance de façonner le destin. Sans ce face-à-face, sans ce pari étrange d'une reddition à la mi-été, Bannockburn n'aurait peut-être jamais existé. En te tenant aujourd'hui sur cette roche volcanique, tu peux presque ressentir la pression, le poids de la décision, comme si l'histoire elle-même se penchait sur les remparts. Tu peux imaginer Robert Bruce observant, attendant, calculant. Il devait savoir le risque, mais aussi l'opportunité. Si Stirling tombait sans combat, le moral écossais pouvait s'effondrer. S'il était défendu mais perdu, l'Angleterre pouvait crier victoire. Mais si Bruce gagnait ici, s'il tenait la promesse de la mi-été, alors l'indépendance écossaise ne serait plus seulement un rêve. Voilà toute la beauté de ce face-à-face à Stirling. Ce n'était pas encore la bataille, mais l'étincelle qui l'alluma, le calme avant le rugissement. Le moment où une forteresse força roi et armée à bouger. Chaque coup de marteau sur une enclume, chaque soldat affûtant son épée dans l'armée d'Édouard, chaque Écossais murmurant une prière, tout pointait vers les champs autour de Stirling. Ce qui suivit, à Bannockburn, devint légende, une victoire qui redessina l'avenir de l'Écosse. Mais n'oublie jamais, tout commença avec le château de Stirling, le sentinelle de pierre qui transforma un face-à-face en destin. Et quand nous reviendrons, nous verrons comment le château de Berwick, le Paris du nord de Bruce, porta ses propres risques et ses propres récompenses, prouvant que dans ces guerres, chaque forteresse avait un prix. Perth et ses châteaux pris d'assaut, le début de la guerre de Balliol. Il y a un étrange silence qui plane sur une ville juste avant qu'elle ne soit déchirée. Perth, installée le long de la Tay, paraissait paisible au début du XIVe siècle. Mais sous cette apparente tranquillité, elle allait devenir l'étincelle d'un nouveau chapitre de sang et de trahison. Ce n'était pas une escarmouche ordinaire.
C'était le premier battement de tambour de ce qu'on appelle la guerre de Balliol. Et Perth, avec son réseau de châteaux et ses solides défenses, allait être la première à sentir la tempête. L'histoire commence avec un roi qui ne réussit jamais vraiment à garder sa couronne. Édouard Balliol, fils de Jean Balliol, ce roi fantoche placé sur le trône d'Écosse par Édouard Ier. Le jeune Édouard avait une revendication, mais pas la force pour l'imposer. Alors il se tourna vers le sud, vers l'Angleterre, et les Anglais, avides de maintenir leur emprise sur l'Écosse, furent ravis de l'aider. Avec leur soutien, Édouard Balliol marcha vers le nord, décidé à prendre ce qu'il croyait être son trône légitime. Et le premier grand obstacle sur sa route, la ville fortifiée de Perth. Or, Perth n'était pas un simple point sur une carte. C'était une riche cité commerçante, un centre stratégique et un lieu où les châteaux affirmaient l'autorité anglaise au cœur de l'Écosse. Pour Balliol et ses alliés, prendre Perth n'était pas une option, c'était indispensable. Et quand ils arrivèrent, ils ne venaient pas seulement avec des épées, mais avec la promesse d'une tempête qui allait balayer le pays. Ce qui rend cet épisode saisissant, c'est la rapidité avec laquelle l'équilibre des forces bascula. Les défenseurs écossais à l'intérieur de Perth croyaient pouvoir tenir. Après tout, les murs étaient solides, les portes renforcées, la ville approvisionnée. Mais la confiance s'effrite plus vite que la pierre quand une armée martèle vos portes jour après jour. Les forces de Balliol frappèrent à tout fort, coupant les vivres, écrasant les défenses et étranglant peu à peu la ville. Le siège ne fut pas le plus long de l'histoire de l'Écosse, rien de comparable aux interminables luttes de Bothwell ou au long siège d'Édimbourg dont je vous parlerai plus tard, mais il fixa un terrible précédent. Car une fois Perth tombé, Balliol n'était plus seulement un prétendant. Il était un roi, sacré avec la bénédiction anglaise et la soumission écossaise, du moins pour un temps. Les châteaux autour de Perth, qui paraissaient intouchables, passèrent sous son contrôle. Pour le peuple, ce n'était pas qu'un simple changement politique. C'était une trahison de tout ce que Robert Bruce avait conquis, quelques années plus tôt, quand il avait arraché le château d'Édimbourg aux Anglais lors de cette audacieuse attaque nocturne. Et pourtant, le triomphe de Balliol portait en lui les germes de sa chute. Les Écossais n'étaient pas prêts à abandonner si vite leur liberté durement gagnée. La résistance couvait partout, même sous les murs de Perth désormais marqués des bannières ennemies. Les familles nobles changeaient de loyauté, des rebelles complotaient dans l'ombre, et les murmures de vengeance enflaient. Perth avait été prise, oui, mais le feu de la rébellion brûlait plus fort que jamais. On peut presque imaginer la confusion dans ces rues. Des marchands qui commerçaient librement voyaient maintenant des soldats piétiner leurs étals. Des familles fidèles à la cause de Bruce étaient soudain sommées de prêter allégeance à Balliol. Et au-dessus de tout cela pesait cette certitude glaçante. Ce n'était que le commencement. La guerre de Balliol ne concernait pas seulement Perth. Elle allait embraser des sièges à Stirling, à Dumbarton, testant encore et encore la solidité des pierres et la détermination des hommes. Mais ce qui rend ce début particulièrement marquant, c'est la manière dont Perth tomba. Pas par des échelles secrètes ni des escalades nocturnes audacieuses. Elle succomba à la lente et suffocante pression d'un siège. De ceux où chaque jour qui passe vous épuise un peu plus, où la faim mord plus fort qu'une lame ennemie, où le moral s'effrite jusqu'à ce que la reddition devienne l'unique issue. Et quand les portes s'ouvrirent enfin, le destin de l'Écosse venait de basculer. Bien sûr, l'étoile de Balliol monta et retomba vite. Son règne, soutenu par la force anglaise, était fragile dès le départ. Très vite, des contre-attaques reprirent une grande partie de ce qu'il croyait avoir gagné, et les châteaux dont il se vantait lui échappèrent presque aussi soudainement qu'ils avaient été pris. Mais à cet instant précis, quand les murs de Perth cédèrent et que la ville ploya sous son joug, cela devait lui sembler être le destin. Ironie du sort, ce n'était pas le destin, seulement un chapitre de plus dans l'interminable cycle écossais de siège et de résistance. Voilà ce que Perth nous laisse comme héritage, un rappel que les châteaux, aussi hautes que soient leurs tours, aussi épaisses que soient leurs murailles, ne sont jamais invincibles. Ils s'élèvent, ils tombent, ils changent de main, et les hommes comme les femmes en leur sein restent prisonniers du flux de l'histoire. Pour Perth, la tempête de la guerre de Balliol n'était que le premier coup, mais il suffit d'un seul pour briser l'illusion de paix et entraîner l'Écosse sur une route de chaos pendant des années. Parce que l'histoire ne commence pas toujours avec des trompettes et de grandes déclarations. Parfois, elle commence avec le grincement lent de portes qui s'ouvrent après un siège et le bruit d'une ville réalisant que tout ce qu'elle connaissait
a changé. Le château d'Édimbourg reprit encore, la ruse d'un marchand. Certaines des meilleures ruses de l'histoire ne viennent pas de guerriers armés d'épées, mais d'esprits malins capables de penser en dehors du champ de bataille. Et l'une des plus audacieuses tromperies jamais réalisées durant les longues guerres d'Écosse ne naquit pas dans une tente militaire ni dans le conseil d'un roi. Elle se cacha dans la charrette d'un marchand. Oui, vous avez bien entendu. Le château d'Édimbourg, perché haut sur son rocher volcanique, ne tomba pas face à une armée de milliers d'hommes frappant à ses portes, mais grâce à une ruse ingénieuse qui ressemble plus à une histoire de cambriolage qu'à une chronique médiévale. À ce moment-là, le château d'Édimbourg avait déjà connu son lot de luttes. Vous vous souvenez peut-être qu'Édouard Ier d'Angleterre l'avait durement frappé lors des premières guerres, que les hommes de Robert Bruce l'avaient repris plus tard par un audacieux raid nocturne, et qu'il avait changé de main bien trop souvent en une seule vie. Mais l'histoire de la ruse du marchand se distingue, car il ne s'agissait pas de force brute ni de machine de siège. C'était une affaire de tromperie, de patience et de timing. Imaginez la scène. Les Anglais tenaient le château d'Édimbourg en faisant un point clé de leur pouvoir en Écosse. Ils faisaient confiance à ses murailles, à sa hauteur, à sa position. Peu de forteresses en Europe semblaient plus sûres, mais les Écossais, refusant de le laisser aux mains de l'ennemi, trouvèrent un autre moyen d'y entrer. Au lieu de lancer un siège qui aurait pu durer des mois et coûter d'innombrables vies, ils montèrent un plan fondé sur la surprise. Le plan, faire entrer des combattants dans le château, cachés dans un convoi marchand. Pensez au courage de ces hommes entassés dans des charrettes, enveloppés d'obscurité et de silence, attendant que les portes s'ouvrent. Les gardes, habitués à voir passer des chariots de commerce, n'avaient aucune raison de soupçonner une trahison. Pourquoi l'auraient-ils fait ? Nourriture, marchandises et provisions devaient continuer à circuler, même en temps de guerre. Ainsi, quand le marchand approcha des portes, les roues grinçant sur les pavés, la garnison le laissa passer. Ce simple geste, ce moment de confiance, scella leur malheur. Une fois les charrettes entrées, les Écossais bondirent de leur cachette. Les lames furent dégainées, des cris éclatèrent, et en un instant, la routine tranquille de la garnison bascula dans le chaos. Ce n'était pas une grande bataille, mais un éclair frappant de l'intérieur même des murs. Les soldats anglais tentèrent de réagir, mais la surprise était trop forte. Les Écossais écrasèrent les défenseurs, sécurisèrent les portes et transformèrent le château une fois de plus en symbole de défi. Il est fascinant de voir à quel point l'histoire de l'Écosse s'écrit non seulement dans le sang, mais aussi dans la ruse. Certains sièges durèrent des mois. Pensez au château de Stirling avec ses grandes batailles à proximité, ou à Caerlaverock, face à toute la puissance de l'Angleterre. Mais ici, à Édimbourg, tout ce qu'il fallut, ce fut une poignée d'hommes déguisés, la charrette d'un marchand de confiance et des nerfs d'acier. C'est le genre d'histoire qui pousse à se demander combien d'autres châteaux dans l'histoire sont tombés, non par la force, mais grâce à l'imagination de ceux qui oseraient tout miser sur un pari. Et que signifia cette ruse dans le tableau plus large ? Eh bien, chaque fois que le château d'Édimbourg changeait de main, l'équilibre entier de l'Écosse basculait. Le posséder, c'était contrôler le cœur de la capitale, son commerce, sa politique et son symbole de fierté. Le perdre à cause d'un tour de passe-passe était plus qu'un échec militaire. C'était une humiliation pour les Anglais, un rappel que la puissance ne réside pas toujours dans la taille des armées. Parfois, elle dépend de qui raconte le meilleur mensonge et sait le mettre en œuvre. Bien sûr, le château ne resta pas pour toujours en mains écossaises. Il connaîtrait encore de nombreuses épreuves. Pensez au long siège du XVIe siècle, lorsque les canons éventrèrent la ville en contrebas, ou aux canons de Cromwell des siècles plus tard. Mais ce moment, la ruse du marchand, reste unique. Presque espiègle dans sa noirceur, un coup de théâtre caché dans le rythme brutal de la guerre. Et si on y réfléchit, il y a là quelque chose de presque poétique. Le grand gardien de pierre de l'Écosse, le château d'Édimbourg, tomba face à des hommes déguisés en simples marchands, des gens ordinaires menant leurs affaires. Comme si la force des murs et des armes importait moins que la simple confiance et la facilité avec laquelle elle pouvait être trahie. Le long siège d'Édimbourg, les canons déchirent la ville. Pendant près de 2 ans, la ville fut écartelée entre 2 loyautés, 2 reines et 2 visions de l'avenir de l'Écosse. Ce n'était pas une brève escarmouche à la porte d'un château, c'était le long siège, une lutte interminable, où la politique et la poudre transformèrent Édimbourg en champ de bataille. Au cœur de tout cela se dressait le château d'Édimbourg, perché sur son rocher volcanique, dominant la ville en contrebas comme un arbitre sombre.
La forteresse avait toujours été un symbole de pouvoir, mais à la fin du XVIe siècle, elle devint bien plus dangereuse, le prix d'une guerre civile. Les partisans de Marie, reine des Écossais, tenaient le château, tandis que ceux fidèles à son fils encore enfant, Jacques le VI, cherchaient à le leur arracher. Ce n'étaient pas seulement des murs de pierre assiégés, c'était l'Écosse elle-même, déchirée en deux. Les défenseurs, eux, suivaient William Kirkcaldy de Grange, un homme de courage et de conviction, qui avait jadis combattu avec les régents, mais qui s'était désormais rangé du côté de Marie. Il croyait tant en sa cause qu'il était prêt à affronter l'impossible. Depuis les remparts, ses artilleurs déchaînaient leurs canons sur la ville, écrasant les rues, abattant les toits et terrorisant quiconque avait le malheur de se trouver dehors. Pour les habitants, leur maison était devenue un champ de guerre. Les assiégeants, eux, ne restaient pas inactifs. Le régent Morton, chef des partisans du roi, fit venir de lourdes pièces d'artillerie fournies par l'Angleterre. Les canons furent installés autour de la ville, leurs bouches braquées sur les puissants murs du château. Chaque détonation faisait trembler le rocher, résonnant à travers la contrée. On pouvait imaginer le sol vibrer, l'air saturé de fumée, et cette angoisse terrible de savoir que les tirs ne cesseraient que lorsque le château ou la ville elle-même céderait. C'était l'époque où la poudre changeait tout. Les murs médiévaux qui avaient jadis résisté aux échelles et aux béliers s'effondrèrent désormais sous un bombardement continu. Les défenseurs tentèrent de répondre coup pour coup, mais chaque semaine du long siège grignotait leurs forces. La nourriture se raréfiait, l'eau manquait, la maladie s'insinuait dans la garnison. Pourtant, Kirkcaldy et ses hommes refusèrent de céder, tenant mois après mois dans l'espoir que la cause de Marie finirait par triompher. Pendant ce temps, les habitants d'Édimbourg enduraient l'insupportable. Les boutiques fermaient, les maisons s'écroulaient, les familles fuyaient. Le tonnerre des canons était incessant, un battement de fer jour et nuit. Ce n'étaient pas seulement les soldats qui souffraient, mais aussi les simples gens, piégés dans une ville devenue le jouet de seigneurs rivaux. Pour eux, le siège rappelait chaque jour que les luttes de pouvoir en haut écrasaient tous ceux d'en bas. Mais même les plus fortes volontés finissent par se briser. Après près de 2 longues années, les réserves du château d'Édimbourg étaient épuisées, et le moral s'effondra. En mai de l'an 1573, les défenseurs se rendirent enfin. Kirkcaldy fut exécuté, sa loyauté lui coûtant la vie, et avec lui s'éteignit le dernier grand bastion de Marie en Écosse. Ce qui rend le long siège inoubliable, c'est la façon dont il révéla le nouveau visage brutal de la guerre. Les canons avaient réduit l'un des châteaux les plus redoutables d'Écosse à un amas de ruines. L'âge des chevaliers et des remparts cédait la place à l'âge de l'artillerie et de la politique, où même la plus solide des forteresses pouvait être détruite par la poudre et le temps. Et pourtant, même dans la défaite, les défenseurs laissèrent derrière eux une mémoire de résistance. Leur obstination faisait écho à la défiance plus ancienne de petites garnisons, comme les hommes de Kerlavrock qui avaient tenu face aux forces écrasantes d'Édouard des siècles plus tôt. Elle annonçait aussi les moments futurs, où le château d'Édimbourg sentirait encore gronder les canons, comme lors de l'attaque tonitruante de Cromwell, dont nous parlerons plus tard. Aujourd'hui, en parcourant les rues pavées d'Édimbourg ou en gravissant la colline jusqu'aux portes du château, il est difficile d'imaginer 2 années de feu et de ruines ravageant la ville. Mais le long siège a laissé des cicatrices qui ont façonné non seulement les pierres, mais aussi l'identité de la cité. Il rappelait que le pouvoir pouvait basculer, que les loyautés pouvaient se briser, et que même les plus durables bastions pouvaient tomber, pris entre canon et conviction. Ainsi, le long siège ne fut pas seulement une lutte pour un château. Ce fut un combat pour l'âme de l'Écosse, un combat qui laissa Édimbourg meurtri, brisé, mais jamais oublié. Et dans la longue histoire des sièges écossais, il reste la preuve que le rugissement de l'artillerie pouvait changer une nation à jamais. Le château de Stirling assiégé à nouveau, les nobles rebelles contre-attaquent. Il y a un rythme étrange dans l'histoire. Les lieux tombent, se relèvent, puis retombent encore, comme si le destin insistait à se répéter. Le château de Stirling en est l'exemple parfait. Si tu te tiens à ses portes aujourd'hui, tu peux ressentir ce poids, cette impression que ces pierres ont tout déjà vu. Il fut autrefois le prix d'Édouard, il fut le triomphe de Bruce, et puis, peu après, il se retrouva encore une fois assiégé. Mais cette fois-ci, il ne s'agissait pas de rois étrangers, ni de guerriers légendaires. Il s'agissait des propres nobles écossais, se rebellant contre un pouvoir qu'ils ne supportaient plus. Stirling n'a jamais été seulement un château. C'était un carrefour, un joyau, un symbole.
Celui qui détenait Stirling tenait la gorge de l'Écosse. Les rebelles le savaient. Et ainsi, quand le mécontentement éclata, quand la loyauté envers les dirigeants se fissura, Stirling fut le premier endroit où leurs regards se tournèrent. Frapper ici, c'était dire « nous ne plierons plus ». Imagine la scène, des armées se rassemblant encore une fois sur les pentes au pied du rocher, les bannières des grandes familles claquant dans le vent. Ce n'étaient pas des paysans sans nom ni des milices improvisées. C'étaient des hommes de renom, de richesse et d'ambition, tournant le dos à l'ordre qu'ils avaient eux-mêmes défendu autrefois. L'affrontement dépassait le militaire. C'était du théâtre politique, une rébellion écrite en pierre et en feu. À l'intérieur du château, les défenseurs devaient se ressentir une amère impression de déjà-vu. Ils avaient déjà vu les catapultes être mises en place, les échelles traîner, les camps pousser comme de l'herbe autour des murs. Mais savoir ce qui vient n'allège rien. Un siège est une épreuve de patience. Et la patience s'use vite quand la nourriture manque et que les murmures de trahison circulent dans les couloirs. Ce qui rendit ce siège remarquable, c'était la détermination des deux camps. Les rebelles ne faisaient pas que du bruit. Ils voulaient Stirling, et ils le voulaient vraiment. Chaque pierre lancée, chaque mur ébranlé, était une déclaration de plus que l'ordre ancien s'était fissuré. Mais Stirling était tenace. Ces murs avaient déjà résisté à des rois. Pourquoi pas à des nobles insurgés? Les défenseurs tinrent bons, défiants, tandis que les assaillants redoublèrent d'efforts, sachant qu'un échec ici pouvait ruiner toute leur cause. Ce n'était pas la seule fois que Stirling se retrouva au centre de la tourmente. Encore et encore, il devint l'aimant des luttes de pouvoir, le lieu que chaque faction pensait devoir posséder pour légitimer sa cause. Autrefois, il avait été au cœur des guerres d'indépendance, et plus tard encore, il affronterait le fracas des canons lors du soulèvement jacobite. Stirling semblait toujours se trouver au centre des tempêtes écossaises. Mais ce siège-ci, des rebelles contre leurs propres dirigeants, avait une énergie particulière. C'était famille contre famille, nom contre nom. C'était personnel. Les machines de siège des rebelles rugissaient. Les pierres s'écrasaient contre les murs. Les tours tremblaient. Et l'air s'épaississait de fumée et de défis. Et pourtant, Stirling tenait. Les sièges n'étaient jamais rapides, jamais faciles. C'était des semaines de lutte, à voir les saisons changer, tandis que des hommes mouraient pour quelques mètres de terrain. Les rebelles poussaient, mais le château résistait davantage. Et quand la fin arriva, ce ne fut pas avec l'effondrement brutal des murs ou la chute fracassante des portes. Ce fut avec l'épuisement. L'épuisement qui pousse les hommes à comprendre qu'ils ont perdu plus qu'ils n'ont gagné. Stirling, meurtri mais debout, survécut encore. La rébellion, aussi audacieuse soit-elle, commença à se déliter sous le poids de son échec. La contre-attaque des nobles avait fait du bruit, mais le bruit ne suffisait pas à prendre une telle forteresse. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Chaque siège à Stirling laissait une cicatrice de plus, un souvenir gravé dans la pierre. Quand les conflits ultérieurs arrivèrent, que ce soit le grand drame de Bannockburn à proximité ou les canons tonitruants de Cromwell, le château portait en lui la mémoire de toutes ces luttes. Et ce siège des rebelles, il prouva que Stirling n'était pas seulement menacé par des étrangers, mais par l'Écosse elle-même. Si tu te tiens sur ces murs aujourd'hui, tu peux ressentir l'écho de cette rébellion, la frustration d'hommes qui croyaient pouvoir plier l'histoire à leur volonté, pour découvrir que le rocher ne cédait pas. Stirling ne tomba pas cette fois-là. Il attendit simplement, patient comme toujours, sachant que l'histoire ramènerait bientôt une autre armée à ses portes. Et ce fut le cas. Encore, et encore, et encore. Le château de Stirling, la forteresse que les rebelles rêvèrent de briser, mais qui semblait toujours survivre à la tempête. Le siège du château de Dunnottar cachait les joyaux de la couronne d'Écosse. Il y a quelque chose d'irrésistible dans une forteresse perchée au bout du monde, avec les vagues qui s'écrasent contre ses falaises, le vent qui hurle à travers ses tours et des secrets enfouis au plus profond de ces salles de pierre. Voilà le château de Dunnottar, accroché à un promontoire rocheux sur la côte nord-est de l'Écosse. Il ressemble à un lieu où naissent mythes et légendes. Mais ce qui rend vraiment son histoire inoubliable, c'est le moment où il devint bien plus qu'une forteresse. Il devint la cachette du trésor le plus précieux de l'Écosse, les joyaux de la couronne. Au milieu du XVIIe siècle, l'Écosse était en plein chaos. Les guerres civiles déchirèrent le pays et l'armée d'Oliver Cromwell avançait vers le nord avec une efficacité impitoyable. Ces hommes étaient déterminés à écraser toute résistance royaliste, et cela signifiait aussi s'emparer des symboles de la monarchie écossaise. Les « Honours of Scotland », la couronne, le sceptre
et l'épée d'apparat n'étaient-ce pas de simples bijoux étincelants? Ils incarnaient l'idée même de la royauté écossaise, l'esprit d'indépendance. Les perdre au profit de Cromwell aurait été un coup plus dur que n'importe quelle défaite sur le champ de bataille. Alors, un plan désespéré fut imaginé, les cacher. Mais où? La réponse fut le château de Dunnottar, isolé, presque imprenable. Accroché à son rocher battu par les vents, il paraissait l'endroit idéal pour protéger ses trésors. Lorsque les forces de Cromwell marchèrent vers le nord, elles s'attendaient à enfoncer des portes, à démolir des murailles, à prendre des châteaux par la force. Ce qu'elles ne prévoyaient pas, c'était d'être déjouées par la ruse et le secret. Quand commença le siège de Dunnottar, la garnison se prépara du mieux qu'elle put. Elle savait que les canons de Cromwell avaient déjà réduit à genoux le puissant château d'Édimbourg. Elle savait qu'elle ne tiendrait pas éternellement. Mais sa mission n'était pas de résister indéfiniment. C'était de gagner assez de temps pour faire disparaître les joyaux. Et c'est exactement ce qui se passa. On raconte que les Honor of Scotland furent sortis en cachette sous le nez des soldats de Cromwell, dans l'un des actes les plus audacieux de préservation jamais vus en Écosse. Certains disent donc qu'ils furent descendus le long des falaises dans un panier, puis emportés par l'épouse d'un pasteur, Christian Fletcher, dont le courage devint légendaire. D'autres murmurent qu'ils furent dissimulés sous le plancher de l'église de Kinneff, une modeste paroisse voisine trop insignifiante pour éveiller les soupçons. Quoi qu'il en soit, les joyaux échappèrent à Cromwell et disparurent dans l'ombre, tandis que Dunnottar subissait le siège. Imaginez la frustration des commandants de Cromwell. Ils frappèrent aux portes, martelèrent les murs et finirent par prendre le château pour découvrir que le trésor qu'ils convoitaient le plus avait disparu. La grande forteresse de Dunnottar gisait en ruine, mais sa mission secrète avait triomphé. Les joyaux survécurent, et avec eux, l'espoir et la fierté de l'Écosse. Ce qui rend cette histoire si captivante, c'est ce mélange d'héroïsme et de secret. Il ne s'agissait pas seulement de soldats se battant sur des remparts, c'était aussi des Écossais ordinaires, des pasteurs, des femmes, des habitants, entrant dans l'histoire pour protéger ce qui comptait le plus. Christian Fletcher et son mari, le pasteur de Kinneff, jouèrent un rôle rarement mentionné dans les récits de guerre. Tandis que les boulets de canon tonnaient et que les murs s'écroulaient, elle transportait calmement la couronne d'Écosse dissimulée dans des objets du quotidien, passant devant des soldats sans qu'ils ne devinent qu'ils laissaient filer l'âme d'une nation. Cette image, silencieuse mais puissante, a survécu bien au-delà du fracas des canons de Cromwell. Les honneurs eux-mêmes portaient des siècles de signification. La couronne datait du règne du roi Jacques V au XVIe siècle. Le sceptre était un cadeau du pape à la fin du XVe siècle, et l'épée d'apparat également offerte par le pape symbolisait le lien de l'Écosse avec l'Europe catholique. Ensemble, ils représentaient bien plus qu'une monarchie. Ils étaient le fil reliant l'Écosse à son histoire, à sa foi et à son droit de se gouverner. Les voir détruits, comme Cromwell l'avait déjà fait avec les joyaux de la couronne anglaise à Londres, aurait été impensable. Ce qui frappe, c'est la façon dont des lieux ordinaires devinrent les gardiens de trésors extraordinaires. Une fois sortis de Dunnottar, les Honours restèrent cachés des années sous le plancher de l'église de Kinneff, enveloppés de tissus et protégés par le secret. Les paroissiens venaient écouter les sermons, sans savoir qu'à quelques pas sous leurs pieds reposaient les symboles d'un royaume entier. Pendant près d'une décennie, les joyaux demeurèrent là, intacts, à l'abri de l'emprise de Cromwell. Et si l'on compare l'histoire de Dunnottar au reste des sièges écossais, elle prend une allure presque poétique. Les raids précédents, comme l'attaque nocturne à l'échelle de Roxburgh ou la ruse du marchand à Édimbourg, montrèrent comment la ruse pouvait faire tomber des châteaux. Mais à Dunnottar, la ruse ne servit pas à capturer, mais à préserver. Les défenseurs savaient qu'ils ne pouvaient pas gagner de manière traditionnelle. Alors ils changèrent les règles. Ils laissèrent les ces murs tomber, mais sauvèrent sur le cœur de l'Écosse. Des siècles plus tard, les Honors of Scotland furent redécouverts de façon spectaculaire. Après être restés cachés durant l'union avec l'Angleterre, ils furent exhumés au début du XIXe siècle par nul autre que Sir Walter Scott, l'écrivain romantique qui contribua à raviver la fierté nationale écossaise. Lorsqu'ils furent exposés à nouveau, beaucoup pleurèrent en les voyant, non pas pour l'or et les pierres précieuses, mais pour l'histoire qu'ils incarnaient, la mémoire de Dunnottar, du secret et de la survie contre toute attente. Debout aujourd'hui à Dunnottar, il est facile de ressentir ce poids. Les ruines sont battues par les vents, les mouettes crient au-dessus,
et les falaises plongent dans la mer agitée. C'est un lieu fait pour les légendes, une scène où l'histoire a caché ses trésors. Les pierres sont brisées, mais l'esprit de ce qui s'y passa est toujours vivant. On entend presque le murmure des vagues raconter l'histoire de Christian Fletcher et des joyaux qu'elle sauva. Voilà pourquoi le siège de Dunnottar est resté dans les mémoires, non pour les canons de Cromwell, ni pour les murs détruits, mais pour le triomphe silencieux d'un peuple refusant de renoncer à son identité. Ce fut une victoire sans bannière ni champ de bataille, menée dans le silence et le secret. La forteresse brûla, mais les joyaux survécurent. Et dans cette survie, l'Écosse trouva quelque chose de plus fort que la pierre. Elle trouva son âme. Le siège du château de Stirling, gardien de la porte. Il existe un certain type de silence qui pèse lourd juste avant un grand affrontement. On croirait presque entendre battre le cœur de l'histoire, prêt à éclater. Voilà ce qu'a toujours été le château de Stirling, non pas seulement une forteresse de pierre, mais le battement de cœur des guerres d'Écosse. Perché haut sur une roche volcanique, il dominait comme un gardien, tenant la clé à la fois du nord et du sud. Celui qui possédait Stirling possédait l'Écosse, et tout le monde le savait. C'est pourquoi, dans la longue lutte entre Écossais et Anglais, le château fut assiégé encore et encore, une porte que nul ne pouvait s'empêcher de vouloir forcer. Voyons l'une des premières tentatives les plus célèbres, les Anglais resserrant leur emprise pendant les guerres d'indépendance. À cette époque, Édouard Ier, qu'on appelait souvent le marteau des Écossais, frappait sans relâche chaque forteresse. Mais Stirling n'était pas une simple place forte de plus. C'était le point d'étranglement, le carrefour des armées, et l'endroit où l'Écosse entière semblait retenir son souffle. Les défenseurs qui se tenaient sur ces murs ne protégeaient pas seulement un château, ils gardaient l'âme même de la nation. Le siège n'avait rien du spectacle tonitruant des canons qu'on imagine dans les siècles suivants. C'était l'époque des trébuchets, des tours de siège traînés dans la boue, des longues journées où des hommes affamés scrutaient l'horizon dans l'attente d'un secours. La stratégie anglaise était froide et méthodique. Ils voulaient Stirling pour le contrôle, mais aussi pour l'exemple. Aucune forteresse écossaise n'était intouchable. Pourtant, à l'intérieur, la garnison écossaise refusait de céder. Les jours s'étiraient en semaines, et la faim mordait aussi fort que l'ennemi dehors. Mais les défenseurs savaient ce qui était en jeu. Se rendre signifiait perdre bien plus que des murs de pierre, c'était ouvrir le cœur même de l'Écosse, et c'est là que l'histoire de Stirling prend une sorte de poésie étrange, car Stirling n'a jamais été seulement une affaire de force brute. Le château est devenu un symbole de résistance, celui qui, même pris, ne restait jamais conquis bien longtemps. Le siège dont nous parlons ici a donné le ton. Il a montré que les Anglais pouvaient se pousser, frapper, affamer leurs ennemis, mais que l'esprit de Stirling renaîtrait encore et encore. Si tu as entendu parler de la bataille épique de Bannockburn, sache que cette tempête s'est nourrie de la tension créée ici. Mais gardons cette histoire pour plus tard. Maintenant, imagine-toi sur ces remparts la nuit. Des torches tremblant au vent, le grincement des engins de bois prêts à projeter des blocs contre ton foyer. En bas, les feux ennemis parsemaient le paysage comme une mer de flammes. Au-dessus, les étoiles restaient indifférentes. Combattes-tu? Espères-tu du renfort? Ou te demandes-tu combien de jours encore avant que la porte ne cède? Ce mélange de peur et de défi vivait dans chaque homme à Stirling, et c'est ce qui a transformé leur résistance en légende. Finalement, la pression devint trop forte. Les Anglais réussirent à entrer, une pierre de plus dans la couronne de conquête d'Édouard. Mais voilà le rebondissement. Loin de clore l'histoire, cela mit le feu aux poudres. Car le château de Stirling, une fois pris, devint un cri de ralliement pour ceux qui allaient se lever pour le reprendre. Les Écossais n'étaient pas brisés, ils étaient aiguisés. Les gardiens étaient tombés, mais la porte n'était pas fermée pour toujours. Et c'est toute la magie des sièges de Stirling. Ce n'était jamais une histoire terminée d'un seul coup. Chaque chute préparait le terrain pour une nouvelle reprise audacieuse, une nouvelle défense courageuse, un nouvel écho de l'Écosse refusant de plier. Dans les récits plus tardifs, la reprise d'Édimbourg par Bruce ou le raid nocturne sur Roxburgh, tu verras ce même motif. Les murs peuvent tomber, mais l'esprit derrière eux ne fait que se renforcer. Stirling a planté cette graine de défi. Ainsi, le siège de Stirling n'était pas seulement une page de tactique militaire. C'était l'histoire de gardiens, accrochés à un seuil, qui décidaient du destin des nations. Quand tu marches aujourd'hui dans ces ruines, les pierres ne murmurent pas la défaite, mais la détermination. Chaque mur couvert de mousse semble demander « Combien de fois peut-on pousser un peuple
avant qu'il ne se relève plus fort encore. Et c'est exactement ce qui s'est produit en Écosse. Stirling fut meurtri, assailli, pris et repris, mais jamais oublié. D'une certaine manière, la victoire anglaise fut vide, car chaque coup ne faisait qu'ancrer plus profondément la légende dans la mémoire écossaise. Et les légendes, elles, contrairement au château, ne peuvent être abattues. Le château de Caerlaverock sous le feu, l'assaut écrasant de l'Angleterre. Au début du XIVe siècle, en plein été, le château de Caerlaverock se dressait comme un triangle de pierre surgissant des marais, ses murs de grès rouge brillant au soleil. Pour la plupart de ceux qui l'apercevaient, cette forteresse semblait imprenable, une place forte protégée par l'eau, hérissée de tours. Mais pour le roi Édouard d'Angleterre, c'était une cible, et il était bien décidé à l'écraser. Le siège de Caerlaverock n'était pas un simple assaut de plus. Celui-ci portait tout le poids de la puissance anglaise. Plus de 3000 soldats marchèrent vers le nord, traînant avec eux des chariots de vivres, des machines de siège et même des ingénieurs. On peut presque imaginer la scène. Des chevaliers en armure étincelante, des bannières claquant dans le vent et le tonnerre des sabots faisant trembler le sol. Pour les Écossais enfermés derrière ces murs triangulaires, le spectacle devait être terrifiant. Un signe qu'Édouard ne venait pas pour une simple escarmouche, mais pour marquer les esprits. Caerlaverock n'était pas un château ordinaire. Sa forme triangulaire unique le rendait exceptionnel en Écosse. 2 tours massives protégeaient son entrée, tandis que les douves et les terres marécageuses aux alentours offraient une défense naturelle. Mais ce qui le rendait vraiment important, c'était sa valeur symbolique. Celui qui détenait Caerlaverock contrôlait un passage clé vers l'Écosse. Pour Édouard, le conquérir, c'était une question de domination, de planter l'étendard anglais sur le sol ennemi. À l'intérieur, la garnison était minuscule, moins d'100 d'hommes, menés par Sir Eustace Maxwell. Il connaissait les risques. Face à des milliers de soldats anglais, la plupart des châteaux se seraient fait rendus rapidement pour éviter un massacre. Mais pas ici. Maxwell et ses hommes choisirent de résister, même s'ils savaient sûrement que c'était perdu d'avance. Ce choix transforma Caerlaverock, qui aurait pu n'être qu'une forteresse de plus, en une histoire de défiance. Les Anglais se mirent à l'œuvre avec une efficacité implacable. Des tours de siège furent poussées vers les murs, des échelles dressées, et les machines de jet déchaînèrent leur puissance. Imaginez le fracas constant des rochers s'écrasant sur le grès rouge, le sifflement des flèches obscurcissant le ciel et le rugissement des hommes courant à travers la boue. Jour après jour, l'armée d'Édouard avançait, cherchant à abattre l'orgueil de Caerlaverock. Mais les défenseurs ripostèrent. Depuis les tours, ils décochèrent des flèches, lancèrent des pierres et jetèrent tout ce qu'ils pouvaient trouver. Chacun savait qu'il inscrivait son nom dans l'histoire de l'Écosse. Le château était peut-être petit, mais leur résistance portait le poids de toute une nation. Cela ne pouvait pas durer éternellement. Après plusieurs jours d'assaut incessants, les murs s'écroulant et les vivres s'épuisant, Maxwell n'eut d'autre choix que de se rendre. Et voici la surprise. Édouard, qui s'attendait à une résistance sanglante jusqu'au bout, choisit d'honorer le courage des défenseurs. Ils furent autorisés à partir, leur bravoure reconnue même par l'ennemi. Caerlaverock avait chuté, mais n'avait pas été brisé. Ce siège fut si marquant qu'il inspira même de la poésie. Les chroniqueurs décrivirent seuls les bannières colorées des seigneurs anglais, chacune détaillée avec soin, comme un défilé de mode médiéval sur fond de guerre. Ce récit, le siège de Caerlaverock, reste l'une des descriptions les plus riches que nous ayons de l'héraldique médiévale, un héritage inattendu né de la violence. Mais même si l'histoire de Caerlaverock est mémorable, ce n'était qu'un moment dans une tempête bien plus vaste. La mainmise anglaise sur les châteaux écossais ne dura pas. D'autres forteresses, comme Bothwell, Stirling ou Édimbourg, devinrent à leur tour des champs de bataille. Et plus tard, Bruce lui-même reprit le puissant château d'Édimbourg par une audacieuse attaque surprise. Caerlaverock n'était que le début, un signe que les guerres d'indépendance allaient se livrer pierre par pierre, mur par mur. Aujourd'hui encore, en ruine, Caerlaverock murmure ce choc. Ses murs triangulaires sont brisés, mais ils gardent le souvenir des chevaliers, des bannières, des flèches et des pierres. Ils nous rappellent que même quand une forteresse tombe, le courage de ceux qui l'ont défendue demeure, résonnant à travers les siècles. Et c'est là le paradoxe de Caerlaverock. Il a perdu le combat, mais gagné sa place dans l'histoire. Une forteresse tombée sous le feu, mais restée debout dans la légende. En avançant dans la saga des sièges écossais, gardez cela en tête. Parfois, le plus grand héritage n'est pas la victoire,
mais le courage de se dresser face à l'impossible. Le siège du château de Bothwell, le combat le plus long des guerres. La rivière coulait sombre et puissante à côté du château de Bothwell, ses courants tourbillonnant comme les tensions d'un royaume qui se déchirait. Si vous aviez été sur les berges à cette époque, vous auriez vu une forteresse de grès rouge dominant la Clyde, fière et obstinée, comme si elle défiait quiconque de venir la prendre. Et beaucoup essayèrent. Bothwell n'était pas seulement un château, c'était une clé. Celui qui le possédait tenait une porte ouverte vers le cœur même de l'Écosse. C'est ainsi que commença l'un des sièges les plus longs et les plus féroces des guerres. Une lutte qui sembla durer une éternité. On entend presque le fracas du fer et les cris traversant l'eau. Les murs du château n'étaient pas seulement de la pierre. Ils étaient chargés de peur, de loyauté et de désespoir. Ce n'était pas un raid rapide ni une attaque surprise en pleine nuit, comme ce sera le cas plus tard pour le château de Roxburgh. C'était lent, épuisant, implacable. Mois après mois, les armées creusèrent, martelèrent les murs et patientèrent, espérant que la faim ou l'épuisement fassent ce que l'acier ne pouvait pas. La position de Bothwell le rendait impossible à ignorer. Il gardait le passage de la rivière, les routes, les terres autour de Glasgow. C'était un joyau que chaque armée voulait à ses côtés. Édouard d'Angleterre le savait. Les Écossais le savaient. Et ainsi, Bothwell devint la scène où des hommes donnèrent tout ce qu'ils avaient, conscients que perdre ici pouvait signifier tout perdre ailleurs. À l'intérieur des murs, imaginez le quotidien. Des soldats se réveillant au bruit sourd des machines de siège, au craquement de la pierre contre la pierre, aux prières murmurées des villageois blottis dans les coins. Ils étaient piégés dans un entre-deux, tiraillés entre l'espoir de voir arriver des renforts et la certitude qu'ils ne viendraient peut-être pas. La nourriture s'amenuisait, les nerfs aussi, et pourtant, les défenseurs tinrent bon, convaincus que se rendre trop tôt serait trahir tout ce que l'Écosse représentait. À les assiégeants bâtissaient leur propre monde. Des tours de bois étaient poussées contre les murs, les catapultes gémissaient en lançant leurs projectiles, et les feux de camp parsemèrent la nuit comme une seconde constellation. La guerre de siège était autant une affaire de patience que de violence. Les hommes jouaient, buvaient, maugréaient contre la longueur du combat. Pour beaucoup, le véritable ennemi n'était pas les soldats enfermés dans le château, c'était l'attente interminable. Ce qui rend le siège de Bothwell légendaire, ce n'est pas seulement la durée de la lutte, mais ce qu'il révéla de la guerre dans son ensemble. Ce n'était pas un coup d'éclat ni un effondrement soudain. C'était une épreuve d'endurance, une guerre d'usure. Et en ce sens, Bothwell devint le reflet du combat de l'Écosse elle-même, obstiné, prolongé et incertain. Quand enfin les murs cédèrent, quand les portes tombèrent, ou que les défenseurs furent forcés de les ouvrir, ce ne fut pas seulement une victoire ou une défaite. Ce fut l'épuisement qui trouva sa fin. Ceux qui survécurent durent tituber à travers la fumée et les décombres, trop fatigués pour même crier victoire, trop brisés pour se rappeler pourquoi le combat avait duré si longtemps. Et pourtant, le château resta debout, marqué de cicatrices mais toujours présent, destiné à jouer son rôle encore et encore dans l'histoire sanglante de l'Écosse. Et voici ce qui hante. Même après la fin du siège de Bothwell, les guerres continuèrent. Les châteaux changèrent de main, parfois plusieurs fois, au gré des luttes pour la couronne d'Écosse. Le château de Stirling connut ses propres affrontements dramatiques. Berwick fut mis en jeu dans des coups désespérés, et Édimbourg brûla et se releva encore et encore. Bothwell n'était qu'un chapitre, mais quel chapitre! Parfois, l'histoire ne se joue pas en une seule nuit de flammes et de fureur. Parfois, elle s'étire dans la lenteur des jours et des mois, où chaque lever de soleil est une malédiction et chaque coucher ne soulage rien. Le siège de Bothwell est l'une de ces histoires. Il nous rappelle que les guerres ne sont pas seulement faites de héros escaladant les murs ou de rois à cheval. Elles sont aussi faites de l'attente interminable derrière la pierre, du refus obstiné d'abandonner et du lourd silence quand tout s'arrête enfin. Alors, la prochaine fois que vous penserez à la guerre médiévale, ne vous imaginez pas seulement les bannières flottant au vent ou les épées s'entrechoquant sur le champ de bataille. Pensez à Bothwell, pensez à un château assis au bord de la Clyde, dont les pierres résonnent encore du souvenir du plus long combat des guerres, une bataille menée non seulement avec des armes, mais avec le temps lui-même. Le château d'Édimbourg reprit. L'audacieuse capture de Bruce. L'obscurité peut offrir la meilleure couverture pour une tentative désespérée. Et c'est exactement ainsi que Robert Bruce décida de frapper l'un des châteaux les plus redoutés d'Écosse.
Le château d'Édimbourg, juché sur un rocher volcanique, était resté sous contrôle anglais pendant des années, ses hautes murailles et ses défenses naturelles le rendant presque impossible à reprendre de force. Mais Bruce ne cherchait pas un combat équitable, il cherchait une façon de déjouer l'impossible. Et la méthode choisie par ces hommes ressemble davantage à une histoire murmurée autour d'un feu de camp qu'à une page de l'histoire médiévale. Pour comprendre toute l'audace de ce geste, il faut imaginer ce que ce château représentait à l'époque. Ce n'était pas seulement des murs de pierre et des tours, c'était un symbole. Celui qui détenait le château d'Édimbourg détenait le cœur de l'Écosse. Après qu'Édouard Ier l'eût saisi lors de sa vaste campagne de conquête, la forteresse devint le signe éclatant de la domination anglaise. Pour Bruce, qui avait déjà mis en jeu sa vie, sa couronne et même sa liberté, il ne s'agissait pas seulement de reprendre le château. Il s'agissait de prouver que l'Écosse elle-même pouvait se relever contre toute attente. Mais voici le problème. Un assaut frontal aurait été un piège mortel. La garnison était bien approvisionnée et vigilante, les murs impossibles à escalader sous une pluie de flèches. Alors les hommes de Bruce se tournèrent vers une idée plus audacieuse, une ascension secrète au cœur de la nuit. L'histoire raconte que l'un de ses compagnons, William Francis, connaissait intimement les remparts. Son père avait autrefois été connétable du château, et Francis se souvenait d'un chemin caché dans les falaises, une route périlleuse, presque invisible, que personne de sensé n'aurait osé grimper. Mais pour des hommes nourris par le désespoir et la loyauté, c'était la voie idéale. Ainsi, par une nuit glaciale de l'an 1314, les hommes de Bruce se rassemblèrent au pied du rocher. La montée devant eux était presque verticale, le genre d'ascension où un seul faux pas signifiait la chute dans le vide. Pas à pas, agrippés aux racines et aux pierres, ils montèrent en silence. Chaque battement de cœur devait résonner comme un tambour. Et puis, miracle, ils atteignirent les murs. À l'aide de cordes et d'échelles, ils franchirent donc la dernière barrière, maîtrisèrent les gardes avant que l'alerte ne puisse se répandre. Le château d'Édimbourg, réputé imprenable, avait été repris non par des machines de siège ou la famine, mais par une audace pure. Ce qui est presque plus fascinant encore, c'est ce que Bruce ordonna ensuite. Contrairement à d'autres forteresses où il faisait démanteler les murailles pour empêcher les Anglais de revenir, il décida cette fois de le conserver. Ce choix montre à quel point le château d'Édimbourg comptait dans la guerre. Ce n'était pas juste une autre forteresse. C'était la fierté de l'Écosse restaurée, un drapeau brandi pour sa cause. Bien sûr, ce n'était pas la fin de l'histoire. D'autres châteaux restaient encore aux mains de l'ennemi, et certains, comme Roxburgh, tomberaient grâce à des tactiques tout aussi audacieuses. Mais cela est une autre histoire, car le rôle des échelles et des ombres mérite son propre récit. Quant au château de Stirling, dressé comme un gardien au centre de l'Écosse, il allait bientôt devenir le théâtre de l'un des moments les plus décisifs de toute la campagne de Bruce. Mais cette nuit-là, quand ses hommes escaladèrent dans la falaise abrupte, Bruce porta un coup symbolique dont l'écho dépassa largement les murs du château. Pensez au courage qu'il fallut. Ce n'étaient même pas des soldats anonymes, c'étaient des hommes qui avaient choisi de risquer leur vie dans une ascension qui effraierait même des alpinistes aguerris aujourd'hui. Chaque pas le long de la paroi était un serment silencieux de loyauté, chaque corde jetée par-dessus les remparts, un pari pour la liberté. Et lorsque les portes tombèrent enfin entre les mains des Écossais, la victoire dépassa le simple plan militaire. Elle fut psychologique. Elle montra au monde que la poigne de fer d'Édouard sur l'Écosse pouvait être brisée, que les châteaux n'étaient pas des trônes inébranlables du pouvoir. Ils étaient vulnérables, si on osait y croire. Encore aujourd'hui, quand on se tient au pied du rocher du château d'Édimbourg et qu'on lève les yeux vers ces falaises noires et abruptes, on ne peut s'empêcher de se demander comment quelqu'un a pu réussir l'exploit. Mais ils l'ont fait, et c'est ce qui rend cette histoire inoubliable. Elle ne parle pas seulement de murs repris ou de bannières hissées. Elle parle d'une idée qui s'est renforcée à chaque victoire impossible. Et peut-être est-ce pour cela que ce moment reste si vivant dans la mémoire écossaise. Car parfois, l'histoire n'est pas façonnée par de grandes batailles ou de longs sièges. Parfois, elle bascule au simple bruit de bottes raclant la pierre dans la nuit, quand une poignée d'hommes risque tout pour redonner espoir à une nation. Mot après mot, pas après pas, corde après corde, l'audacieuse capture du château d'Édimbourg par Bruce n'était pas seulement la reprise d'une forteresse. C'était le retour d'un battement de cœur. Et une fois que ce battement fut retrouvé, il n'était plus qu'une question de temps avant que le reste de l'Écosse ne s'éveille. Le siège du château de Berwick,
Le Paris du Nord de Bruce le Vent qui longe la rivière Tweed portait plus que le sel de la mer. Il portait la tension, la peur et le son des tambours de guerre. Berwick n'était pas une simple ville fortifiée avec un château au-dessus. C'était le trésor des marches, la porte d'or entre l'Écosse et l'Angleterre. Celui qui contrôlait Berwick contrôlait le commerce, la richesse et une influence qui s'étendait bien au-delà de ses murs. Et quand Robert Bruce posa les yeux dessus, il savait qu'il risquait tout dans un Paris du Nord qui pouvait changer le destin de l'Écosse. À ce stade de la guerre, Bruce n'en était plus à ses premiers coups d'audace. Il avait déjà repris des châteaux et des territoires grâce à des raids éclairs et des attaques surprises. Mais Berwick, c'était différent. Ce n'était pas une petite garnison perdue dans les Highlands. C'était le joyau du nord de l'Angleterre, lourdement fortifié et farouchement défendu. Pour Bruce, prendre Berwick n'était pas seulement une stratégie, c'était une déclaration, un cri lancé au monde. L'Écosse est encore vivante et combative. Les Anglais avaient transformé Berwick en une ville fortifiée. Ses épais murs de pierre encerclaient non seulement le château, mais aussi la ville animée à l'intérieur. Des tours hérissées de défenseurs veillaient, et le port offrait à l'Angleterre un accès rapide aux vivres et aux renforts. Tout commandant ordinaire aurait réfléchi à 2 fois avant d'oser un siège ici. Mais le génie de Bruce résidait dans sa capacité à rendre l'impossible inévitable. Ses troupes se rassemblèrent discrètement, sachant que la surprise était leur seul espoir. Un siège long et complet coûterait trop cher, s'étirant sur des mois, voire des années. À la place, Bruce misa sur la rapidité. Échelle d'assaut, raid nocturne, frappe rapide, voilà ses armes autant que les épées et les lances. C'était un pari, mais Bruce s'était forgé une réputation sur des paris gagnés. À mesure que ses hommes approchaient, les défenseurs de Berwick voyaient sûrement des flammes luire au loin, entendaient les cris des soldats dans la nuit, ressentaient le choc des béliers contre leurs portes. Les Écossais frappaient fort, jetant toute leur force contre les murs, essayant de submerger la forteresse avant que l'Angleterre ne réagisse. Pour les hommes à l'intérieur, chaque heure devait paraître un jour, chaque ombre à l'horizon une nouvelle menace. Mais les paris ont une règle. Parfois, les dés ne roulent pas en ta faveur. Malgré la pression implacable de Bruce, Berwick ne céda pas facilement. Les défenseurs anglais étaient disciplinés, leurs murs d'une résistance tenace, et leur volonté de tenir la ville aussi farouche que le désir écossais de la prendre. Ce que Bruce n'avait pas complètement mesuré, c'était la détermination des hommes d'Édouard à protéger leur artère du nord. Et pourtant, le siège ne fut pas vain. Chaque coup porté contre Berwick affaiblissait la poigne de l'Angleterre, étirait ses ressources et montrait que l'Écosse ne plierait pas. Le combat pour Berwick était comme un battement de tambour dans une grande symphonie de guerre, un rythme qui résonnerait dans d'autres sièges, comme la résistance de Dumbarton ou le spectaculaire raid nocturne sur Roxburgh. Chacun grignotait un peu plus l'emprise anglaise. Le pari de Bruce à Berwick envoya aussi un message à son peuple. Il était prêt à risquer tout pour l'indépendance de l'Écosse, même en s'attaquant à la plus puissante forteresse du nord anglais. Cet esprit de défi inspira la loyauté, rappelant à tous que, même face à des chances infimes, leur roi ne plierait pas. Finalement, le cours de la guerre allait changer, et Berwick lui-même allait passer de main en main à plusieurs reprises dans ce brutal va-et-vient des conflits. Mais dans ce chapitre particulier, le siège mit en lumière le caractère audacieux de Bruce, un chef qui n'hésitait pas devant les combats les plus difficiles. Il l'avait déjà prouvé à Édimbourg avec sa reprise audacieuse, et il le prouverait encore dans d'autres campagnes. Aujourd'hui, le château de Berwick tient encore debout, bien que marqué par le temps, dominant toujours les mêmes eaux qui autrefois portaient espoir et crainte. Si tu marches sur ces terres, tu peux presque entendre le choc de l'acier et les cris d'hommes jouant leur vie pour quelque chose de plus grand qu'eux. Le pari du nord de Bruce à Berwick n'était pas seulement la conquête d'un château, c'était montrer que le combat de l'Écosse pour la liberté s'étendait à chaque recoin, chaque mur, chaque pierre marquant la frontière entre deux nations en lutte. Même quand le pari ne réussissait pas pleinement, il entretenait la flamme de la résistance. Voilà l'histoire du siège de Berwick, non pas une victoire nette, mais un récit d'audace, de risque, et de détermination obstinée qui maintint le cœur de l'Écosse battant à travers des siècles de conflits. Et en avançant dans ces sagas, souviens-toi, dans les guerres d'Écosse, même un pari perdu pouvait tracer la voie vers le triomphe. Le siège du rocher de Dumbarton, la forteresse qui défia le temps haut au-dessus de la Clyde. Un roc volcanique noir s'élève comme un navire figé dans la pierre, le rocher de Dumbarton.
Pendant des siècles, on disait qu'il était imprenable, une forteresse si bien défendue par ses falaises et ses marais qu'aucun ennemi ne pouvait espérer la prendre. Se tenir à son pied, c'était se sentir minuscule, écrasé par les murs de la nature elle-même. Y vivre, c'était croire qu'on était intouchable. Mais l'histoire aime se moquer de ce que les hommes appellent impossible, et Dumbarton allait découvrir que même la forteresse la plus solide pouvait un jour trembler. Pensez-y, pendant plus de 1000 ans, Dumbarton fut plus qu'un château, c'était un symbole. Bien avant les sièges médiévaux dont nous parlons dans cette série, à l'époque même des anciens Bretons, ce rocher était déjà célèbre. Des rois et des guerriers en avaient fait leur refuge. Quand les guerres d'indépendance de l'Écosse ravagèrent le pays, Dumbarton tenait toujours debout, sa réputation de forteresse défiant le temps intact. Pas étonnant que tant d'yeux se soient tournés vers lui. Le siège en lui-même fut bien différent des affrontements interminables de lieux comme le château de Bothwell, où les armées s'usaient pendant des mois. Dumbarton était d'une autre nature. Ses falaises étaient si raides que les échelles ne servaient à rien. Ses abords étaient protégés par les marais de la Clyde, ce qui rendait presque impossible l'approche de machines de siège. Les armées pouvaient l'encercler, mais l'abattre, c'était une toute autre histoire. Pour les hommes retranchés à l'intérieur, il devait y avoir un profond sentiment de sécurité, presque de suffisance. Qu'ils essaient, pouvaient-ils murmurer, ce rocher n'appartient qu'à nous. Et pourtant, nous savons comment ces histoires s'y finissent. L'orgueil est toujours mis à l'épreuve. Un siège ne repose pas seulement sur des murs et des armes, il touche aussi à la faiblesse humaine. Il fallait faire entrer de la nourriture, envoyer des messages. Une forteresse pouvait être imprenable dans la pierre, mais fragile dans la chair. Les défenseurs de Dumbarton, si hauts que fussent leurs murs, devaient toujours manger, boire et espérer. C'est là-dessus que les assiégeants frappaient le plus fort. Patience, blocus et trahison, voilà des armes plus redoutables que les épées. L'une des prises les plus célèbres de Dumbarton ne vint pas par la force brute, mais par la trahison. Quelques hommes, profitant de la nuit et des parois les moins surveillées, escaladèrent les falaises dites impossibles. C'était une ascension folle, désespérée, condamnée d'avance, semblait-il. Et pourtant, comme l'histoire le prouve souvent, ce sont les paris que l'on croit voués à l'échec qui marquent le plus. À l'aube, la forteresse qui ne pouvait jamais tomber était entre les mains de l'ennemi. Ce qui distingue Dumbarton, c'est le nombre de fois où il revint sur le devant de la scène. Siège après siège, siècle après siècle, le rocher joua son rôle. Il abrita des rois en exil, garda des trésors royaux et enferma des prisonniers dont les noms résonnent encore dans l'histoire de l'Écosse. Chaque nouveau conflit semblait se souvenir de Dumbarton, comme si l'histoire elle-même ne pouvait résister à tester à nouveau ses murs. Et encore, il tenait bon, marqué de cicatrices, mais toujours debout, défiant toujours. Comparez-le à d'autres châteaux dont nous avons parlé ou dont nous parlerons bientôt. Stirling, avec ses grands affrontements, ou Édimbourg, qui subit le feu et les canons. Dumbarton, lui, était plus discret, plus patient, presque intemporel. Là où d'autres châteaux crièrent leur place dans l'histoire par le sang et les flammes, Dumbarton murmurait « J'étais là avant vous, et je serai là après ». Debout encore aujourd'hui, la sensation de son endurance est presque écrasante. Le rocher n'a pas bougé. La Clyde lèche toujours ses pieds, et le vent hurle encore à son sommet. Si vous tendez l'oreille, vous pourriez peut-être entendre l'écho lointain de soldats criant depuis les remparts, ou le frottement d'escaladeurs affrontant les parois impossibles. L'histoire de Dumbarton nous rappelle une vérité qu'on oublie souvent. Les châteaux ne sont pas que de la pierre et du mortier. Ce sont des mémoires vivantes, façonnées par les mains de ceux qui les ont défendus, attaqués, trahis et reconstruits. Dumbarton, plus que beaucoup d'autres, porte ses couches comme des cicatrices. Il est la preuve que même quand le temps cherche à tout détruire, certains lieux tiennent bon, rien que pour défier l'idée même de fin. Ainsi, le rocher de Dumbarton demeure, la forteresse qui défia le temps. Ses sièges sont terminés, ses batailles finies, mais ses falaises sont toujours là, défiant quiconque. Même l'histoire elle-même d'essayer encore. Le château de Roxburgh détruit, le coup final de la reine Marie. Tous les châteaux d'Écosse n'étaient pas destinés à survivre au siècle. Certains s'effritèrent lentement avec le temps, d'autres furent abandonnés au vent et à la pluie, et quelques-uns, comme Roxburgh, furent anéantis délibérément, effacés de la carte en un instant décisif. Et la personne qui porta ce coup final, nulle autre que Marie, reine d'Écosse. Oui,
la même Marie dont la vie fut emplie de drames, de trahisons et de tournants tragiques. Mais avant sa chute, elle laissa sa marque sur le paysage écossais en mettant fin à l'histoire du château de Roxburgh. Roxburgh n'était pas une simple forteresse isolée dans la campagne. Pendant des siècles, il avait été un joyau stratégique. Situé près de la frontière anglaise, il surveillait les routes commerciales et les passages fluviaux, ce qui en faisait l'un des châteaux les plus disputés de toute la Grande-Bretagne. Encore et encore, il avait été attaqué, capturé et repris. Souvenez-vous de ce raid nocturne à l'échelle dont nous avons parlé? Cet assaut montrait à quel point la possession de Roxburgh suscitait la convoitise. C'était l'endroit même qui attirait les conflits comme un aimant. Mais au XVIe siècle, l'histoire de Roxburgh avait changé. Les guerres entre l'Écosse et l'Angleterre évoluaient. La poudre à canon réécrivait les règles de la guerre de siège, et les hautes murailles de pierre, autrefois invincibles, devenaient moins efficaces face aux canons. Roxburgh, bien qu'encore imposant, se retrouvait piégé dans cette transition. Le maintenir coûtait cher, le reconstruire encore plus, et sa position frontalière en faisait une cible constante. C'est là qu'intervint la reine Marie. En l'an 1560, elle revint en Écosse pour reprendre son trône après des années passées en France. Son règne était déjà englué dans les tensions religieuses et les rivalités politiques, et la dernière chose dont elle avait besoin était une forteresse vulnérable drainant des ressources et attirant les conflits. Roxburgh était devenu plus un fardeau qu'un atout. Alors, au lieu de le défendre ou de le restaurer, Marie fit un choix radical, le détruire. Si Roxburgh ne pouvait plus servir la couronne d'Écosse en sécurité, il ne servirait à personne. Imaginez la scène, les grandes murailles qui avaient irrésonné des chocs d'épée et des cris des défenseurs, abattus sur ordre de la reine elle-même. Des pierres Siftites qui avaient tenu face à des siècles de guerre furent arrachées. Des tours fières furent renversées. Ce ne fut pas une bataille qui mit fin à Roxburgh, mais un ordre royal, et c'est en cela que résidait sa force. Ce n'était pas la conquête qui réduisit Roxburgh au silence, c'était la stratégie. Marie choisit de refuser aussi bien à ses ennemis qu'à ses alliés la possibilité de s'en servir un jour. Il y a quelque chose de mélancolique là-dedans, n'est-ce pas? Pensez à toutes les vies de sacrifiées pour tenir Roxburgh, les raids, les sièges, les combats désespérés, pour que finalement son destin soit scellé non par la victoire d'une armée, mais par la décision d'une reine jugeant qu'il ne valait plus la peine d'être défendu. C'est presque comme si l'on refermait un livre trop souvent relu, son dernier mot écrit dans la poussière des pierres. Et pourtant, c'était aussi approprié. L'histoire de Roxburgh avait toujours été faite de violence et de rivalité, de prises et de reprises incessantes. En l'abattant, Marie ne détruisait pas seulement des murs. Elle mettait symboliquement fin à des siècles de lutte pour cette forteresse. En ce sens, c'était bien son coup final. Non pas sur un champ de bataille, mais en remodelant le paysage de l'Écosse selon sa vision de survie. Bien sûr, la vie de Marie elle-même s'achèverait de façon bien plus tragique. Trahison, emprisonnement et exécution en Angleterre allaient éclipser son règne. Mais à Roxburgh, on aperçoit la reine comme une figure décisive, capable d'actes audacieux, même si ses choix étaient controversés. Sa destruction de Roxburgh nous rappelle que parfois, le pouvoir ne se montre pas en construisant ou en conquérant, mais en retirant aux autres le terrain même pour lequel ils se battaient. Aujourd'hui, il ne reste presque rien du château de Roxburgh. Juste quelques traces dans la terre, quelques pierres éparses, des murmures de ce qui fut jadis l'une des forteresses les plus disputées d'Écosse. Si vous vous tenez là, vous ne verrez ni donjon imposant ni rempart plein de défenseurs, seulement le silence. Et dans ce silence, on peut presque entendre l'écho de la décision de Marie, un dernier acte qui transforma des siècles de lutte en souvenirs. Ainsi, quand on parle des châteaux écossais, il ne s'agit pas toujours de victoire ou de défense. Parfois, l'histoire la plus puissante est celle du moment où une forteresse cesse simplement d'exister. La destruction de Roxburgh prouve que les fins peuvent être aussi dramatiques que les batailles. Et tandis que Roxburgh repose dans le silence, d'autres châteaux étaient encore bien vivants du temps de Marie, Dumbarton, par exemple, où une trahison marqua le dernier espoir d'une reine. Mais cela est une autre histoire que nous aborderons bientôt. Le siège du château de Dunbar. Black Agnès défie l'Angleterre. Parfois, l'histoire nous donne des héros en armure étincelante. D'autres fois, elle nous offre une figure bien plus mémorable, une femme debout sur les remparts d'un château meurtri, riant au visage d'un roi ennemi. Voilà l'image qui colle encore au château de Dunbar et à sa célèbre défenseuse.
Agnès Randolph, mieux connue sous le nom de Black Agnès. Quand les Anglais vinrent frapper à ses portes au XIVe siècle, elle ne se recroquevilla pas. Elle se moqua d'eux. Elle transforma un siège sombre en une pièce de théâtre de défi, et ce faisant, grava son nom dans la légende. Plaçons le décor. Nous sommes en l'an 1338. L'Angleterre, menée par le puissant comte de Salisbury, avait déferlé vers le nord, espérant étouffer l'Écosse pour la soumettre. Le château de Dunbar, juché sur une falaise de la côte est, était bien plus que de la pierre et du mortier. C'était une clé pour contrôler les Lowlands. Mais le maître du château, le comte de Dunbar, n'était pas là. À sa place, c'était son épouse, Agnès, qui devait affronter la tempête. La plupart des commandants, à sa place, auraient décapitulé, jugeant toute résistance inutile. Pas Agnès. Les Anglais installèrent leurs machines de siège, d'énormes catapultes appelées trébuchets, et lancèrent des blocs contre les murs. Imaginez le vacarme, des coups de tonnerre de pierre frappant une maçonnerie vieille de plusieurs siècles, l'air rempli de poussière et d'éclats. Mais au lieu de céder à la peur, les défenseurs sur les murs répondirent de par la comédie. Agnès ordonna à ses dames d'honneur de monter sur les remparts après chaque impact. Armées non pas d'épées, mais de délicats mouchoirs, elles dépoussiéraient les pierres comme si elles faisaient le ménage après des invités maladroits. Les Anglais rugirent de frustration. Les Écossais éclatèrent de rire. Ce n'était pas seulement du panache, c'était une stratégie. En ridiculisant les Anglais, Agnès entretenait le moral dans le château. Chaque soldat, chaque domestique, chaque habitant regardant ces murs savait que leurs dames n'avaient pas peur. Si elles pouvaient plaisanter, eux pouvaient tenir. Et ils tinrent, semaine après semaine, tandis que les Anglais resserraient l'étau. Ils essayèrent de creuser sous les murs pour en faire s'effondrer les fondations. Agnès avait de l'huile bouillante et des pierres prêtes, qu'elle fit verser dans les tunnels avant qu'ils n'aboutissent. Ils tentèrent de dresser des échelles. Les défenseurs les renversèrent, et chaque échec était ponctué par la langue acérée d'Agnès, qui les raillait comme un faucon tournoyant au-dessus de sa proie. Une histoire raconte que les Anglais allèrent jusqu'à amener le frère d'Agnès devant elle, menaçant de le tuer sous ses yeux si elle ne se rendait pas. Sa réponse fut aussi glaciale que les vents de la mer du Nord. Elle leur dit qu'ils pouvaient le pendre, car elle hériterait de ses terres s'il mourait. Ce genre de sang-froid troubla l'ennemi plus que n'importe quelle catapulte. Elle ne se contentait pas de résister. Elle leur arrachait leur pouvoir, leur montrant que leurs menaces ne valaient rien. Le siège s'éternisa des mois durant. Les vivres se firent rares, mais Agnès refusa de céder. À l'intérieur du château, les défenseurs s'affaiblissaient, maigrissaient, mais leur volonté ne fléchit pas. Et puis, comme souvent dans ces affrontements interminables, le temps se retourna contre les assiégeants. Les Anglais manquèrent de nourriture et d'argent. Les renforts ne vinrent jamais. Un jour, presque aussi soudainement qu'il avait commencé, le siège fut levé. Le comte de Salisbury repartit vers le sud, vaincu non par la force des armes, mais par le rire et la résolution de fer d'une seule femme. Le siège de Dunbar ne fut pas la seule fois où les châteaux écossais défièrent des forces impossibles. Édimbourg avait été repris en pleine nuit par les grimpeurs audacieux de Bruce, et Stirling subit siège après siège, chacun plus dramatique que le précédent. Mais la différence ici, c'est que Dunbar offrit un héros qui ne brandit pas une épée, qui ne dirigea pas d'armée, mais qui transforma l'esprit et l'ironie en armes plus tranchantes que l'acier. Réfléchissez-y. Black Agnès donna aux Écossais plus qu'une victoire. Elle leur donna une histoire qui rallia les cœurs et résonna à travers les générations. À une époque où l'on attendait des femmes qu'elles restent en retrait, elle se dressa sur les murs, prouvant que le courage n'a pas de genre. Sa seule présence ridiculisait la certitude anglaise de pouvoir briser l'Écosse par l'intimidation. Même des siècles plus tard, on peut encore se tenir parmi les ruines de Dunbar et sentir son ombre. La mer se fracasse sans fin contre les rochers en contrebas. Les mouettes tournent dans le ciel, et si vous fermez les yeux, vous pourriez presque entendre l'écho de son rire porté par le vent au-dessus des remparts. Ce ne furent pas les canons ni le choc des épées qui brisèrent le siège. Ce fut l'esprit d'une femme qui refusa de plier. Voilà pourquoi le siège de Dunbar perdure. Pas parce qu'il fut le plus sanglant ou le plus long, mais parce qu'il donna à l'Écosse une légende. Black Agnès transforma la guerre en théâtre, le désespoir en défi, et un château chancelant en une forteresse de fierté inébranlable. Les Anglais repartirent avec rien d'autre que l'humiliation. Agnès, elle, resta avec tout ce qui comptait, ses murs, son peuple et son esprit invaincu.
L'histoire se souvient souvent des rois et des généraux. Mais ici, elle se souvient d'une dame avec un mouchoir et un rire, la femme qui fit reculer une armée. Le château d'Édimbourg en flammes. Les canons de Cromwell grondent. Il y a quelque chose de glaçant dans le son des canons lourds, résonnant à travers des rues de pierre. Un bruit que les habitants d'Édimbourg au XVIIe siècle n'oublièrent jamais. Imaginez-vous dans l'ombre du château, le ciel nocturne luisant d'orange tandis que les flammes léchaient ces murs anciens, et que le tonnerre des canons roulait comme un orage au-dessus de la ville. Ce n'était plus le monde médiéval des échelles et des ruses. C'était l'époque d'Oliver Cromwell, l'ère de l'artillerie rugissante, quand des forteresses debout depuis des siècles paraissaient soudain fragiles sous la fureur de la poudre. Au milieu du XVIIe siècle, l'Écosse était prise dans des guerres qui n'étaient pas seulement des conflits de territoire, mais aussi d'idées. Les guerres des trois royaumes, un enchevêtrement de guerres civiles en Angleterre, en Irlande et en Écosse, avaient aspiré tout le monde dans la tempête. Et au centre de tout cela se tenait Oliver Cromwell, menant son New Model Army vers le nord après avoir vaincu les forces royalistes. Édimbourg, avec son château imposant, était à la fois un symbole et un prix. Le tenir, c'était contrôler le cœur de l'Écosse. Le perdre, c'était admettre la défaite. Le château d'Édimbourg avait déjà connu bien des sièges. Les siècles passés avaient raconté des histoires d'échelles dressées dans l'ombre, de marchands au plan secret et de rois se battant pour le pouvoir. Mais ce siège-ci était différent. Les armes elles-mêmes avaient changé. Les catapultes et trébuchets médiévaux, autrefois terrifiants, n'étaient plus que des jouets comparés à l'artillerie de Cromwell. Ces canons pouvaient éventrer la pierre, faire s'écrouler des tours et réduire les forteresses les plus fières en amas fumants. Face à une telle puissance, même les murs colossaux d'Édimbourg tremblaient. La garnison à l'intérieur le savait. Elle avait entendu ce que les canons de Cromwell avaient infligé ailleurs, à Berwick, à Stirling, et à des places fortes qui paraissaient autrefois indestructibles. Les défenseurs se préparèrent, mais il devait y avoir de la peur dans leur cœur quand les premiers boulets percutèrent les murailles. Chaque tir n'était pas seulement une attaque, c'était une déclaration que les vieilles règles de la guerre étaient abolies. Pour les habitants de la ville en contrebas, c'était une terreur inimaginable. Les maisons tremblaient, les vitres éclataient, et des flammes bondissaient dans la nuit tandis que les canonnades illuminèrent le ciel. Les familles se blottissaient, priant pour que les murs tiennent. Et tandis que les batailles faisaient rage dans les campagnes ces années-là, c'est ici, dans les rues d'Édimbourg, que le peuple ressentit le plus lourd fardeau de la guerre. Les défenseurs, à leur honneur, se battirent avec courage. Le château d'Édimbourg n'allait pas tomber sans résistance. Ils tirèrent leurs propres canons, tinrent les murs et tentèrent de répondre au siège implacable de Cromwell. Mais le flot du XVIIe siècle était contre eux. La poudre, la discipline et le nombre étaient du côté des Anglais. Le château, malgré toute sa gloire ancienne, apprit qu'aucun mur de pierre ne pouvait défier éternellement la modernité de l'artillerie. Et pourtant, il y a une étrange beauté dans cette image, le choc entre l'ancien et le nouveau. D'un côté, une forteresse médiévale fièrement dressée, ses tours symboles de siècles de lutte écossaise. De l'autre, les canons tonitruants d'un âge nouveau, redéfinissant l'art de la guerre. Ce ciel embrasé au-dessus d'Édimbourg n'était pas seulement éclairé par les flammes. Il brillait de la naissance d'un autre monde où les châteaux n'étaient plus les gardiens invincibles qu'ils avaient entêtés. Quand la poussière retomba, le pouvoir de Cromwell en Écosse était indiscutable. Le château d'Édimbourg, noirci et meurtri, dut se soumettre. Pour les Écossais, ce fut une humiliation amère, un chapitre de plus dans l'interminable cycle de victoires et de défaites qui avait façonné leur lutte pour l'indépendance, la loyauté et la survie. Mais ce fut aussi un tournant. Ils ne pouvaient plus compter uniquement sur les forteresses. L'ère des murs de pierre s'effaçait, remplacé par l'ère de la poudre. Et en y pensant, ce moment rejoint bien d'autres dont nous avons parlé. Souvenez-vous des raids nocturnes avec des échelles ou des ruses avec des chariots de marchands. C'étaient des histoires où l'ingéniosité et le courage pouvaient renverser la plus solide des places fortes. Mais les canons de Cromwell grondaient un autre message. L'esprit et la bravoure comptaient, oui. Mais désormais, la technologie avait le dernier mot. Le château de Stirling pendant la rébellion jacobite, des canons contre des murs de pierre. La neige craquait sous les bottes, les souffles formaient des nuages dans l'air glacé, et au loin, sur son rocher volcanique, le château de Stirling se dressait tel une couronne de pierre. Depuis des siècles, il avait été le prix des rois comme des rebelles,
mais en l'hiver de 1746, il dut affronter une nouvelle tempête. La rébellion jacobite battait son plein, et encore une fois, la plus célèbre forteresse d'Écosse se retrouva au cœur d'un affrontement entre loyauté et défi. Désormais, Stirling n'était plus étranger au siège. Il avait résisté à la poigne de fer d'Édouard, aux campagnes de Bruce et même aux canons de Cromwell. Mais pendant la rébellion jacobite, ces vieilles murailles durent encaisser la fureur d'une artillerie moderne. Des canons capables de faire trembler même les forteresses les plus solides. Quand Charles Edward Stuart, Bonnie Prince Charlie, mena son armée vers Stirling, son rêve n'était pas seulement de capturer des murs de pierre. Il voulait reprendre un royaume et prouver que la cause jacobite pouvait encore renaître. Le château était tenu pour le roi George par une garnison déterminée. Bien approvisionnée, ses canons prêts, ses ordres étaient clairs. Stirling ne devait pas tomber. Pour les jacobites, ce siège était une épreuve de force, une occasion de montrer qu'ils n'étaient pas seulement une armée de rêveurs, mais une force capable de s'emparer d'une des plus grandes forteresses d'Écosse. Le siège commença donc. Les jacobites traînèrent leurs canons en position, et le tonnerre de leurs tirs résonna à travers les collines gelées. Les défenseurs répondirent, par leur propre feu, le rocher du château tremblant à chaque impact. Vu d'en bas, on aurait dit que le ciel lui-même se fendait, des nuages de fumée et de flammes s'élevant dans l'air d'hiver. Mais voilà le problème. Malgré leur passion, les jacobites n'étaient pas des maîtres de la guerre de siège. Leur artillerie était trop faible, leur position mal choisie et leur ligne d'approvisionnement trop étirée. Les murs de Stirling, anciens mais solides, encaissèrent prost les coups. Les pierres se fendaient et s'écaillaient, mais la forteresse refusait de céder. Jour après jour, les boulets s'écrasaient sur ses défenses, et pourtant, elle restait debout, comme elle l'avait toujours fait. Pendant ce temps, le moral s'effritait dans le camp jacobite. Les vivres manquaient, les tempêtes de neige ravageaient les tentes, et la rumeur circulait que les forces gouvernementales du général Henry Hawley approchaient. Plus le siège durait, plus il épuisait les jacobites. Pour Bonnie Prince Charlie, chaque jour perdu à Stirling était un pari qui jouait contre lui. Puis vint Falkirk. Une partie de l'armée resta autour du château, tandis que les jacobites affrontèrent les troupes de Hawley près de Falkirk-Muir. Pendant un instant, leur charge fit voler en éclats les lignes ennemies, plongeant l'armée gouvernementale dans le chaos. La victoire semblait à portée de main. Mais comme les murs de Stirling, la détermination ennemie ne céda pas si facilement. Ce triomphe tourna court, mal coordonné, et l'occasion fut gâchée. Le siège de Stirling, lui, s'enlisait toujours. Finalement, les jacobites durent abandonner leur rêve de prendre le château. Les canons se turent, les camps furent démontés, et les murs de Stirling restèrent fermement entre les mains des Hanovriens. Pour les défenseurs, c'était une médaille de plus dans leur longue histoire de résistance. Pour les jacobites, c'était un rappel amer. Passion et courage ne suffisent pas toujours à briser la pierre, mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'un des détails les plus marquants de ce siège fut la division parmi les chefs jacobites. Le prince Charlie voulait un assaut frontal, un assaut spectaculaire digne des légendes de Bruce ou de Wallace. Mais ses commandants, chefs Highlander aguerris et conseillers français, refusèrent. Ils savaient que leur artillerie était faible, que leurs hommes n'étaient pas entraînés pour ce type de siège, et que les risques étaient énormes. Ces désaccords minèrent le moral autant que le froid et la faim. Certains clans commencèrent même à repartir, fatigués d'attendre une gloire qui ne venait pas. Il y a aussi l'histoire des habitants de Stirling, pris au milieu du conflit. Ils entendèrent les canons jour et nuit, voyaient leurs fermes pillées pour nourrir les troupes et leurs maisons réquisitionnées. Pour eux, le siège n'avait rien à voir avec dynastie ou couronne, c'était une question de survie. Des récits parlent de familles fuyant la campagne environnante, laissant derrière elles des maisons brisées par des boulets perdus. La souffrance du peuple ajoutait un coût humain rarement mentionné dans les récits de princes et de généraux. La géographie de Stirling joua aussi son rôle. Le château, perché sur son rocher volcanique, était presque imprenable par des tactiques de siège classiques. Même Cromwell, avec son artillerie bien supérieure un siècle plus tôt, avait peiné face à la forteresse. Pour les jacobites, leurs canons mal positionnés faisaient que beaucoup de boulets rebondissaient ou éclataient sur la roche sans endommager les murs. La nature, semblait-il, défendait autant le château que la garnison hanovrienne. Et il y a une ironie plus large. Pendant que Stirling résistait, la cause jacobite arrivait déjà à un tournant. Leur marche vers le sud de l'Angleterre avait échoué.
Leur retraite vers l'Écosse avait entamé leur morale et leurs effectifs. Le siège de Stirling paraissait audacieux, mais c'était en réalité un acte de désespoir. Une ultime tentative pour montrer leur force avant que le gouvernement ne les écrase à Culloden. En ce sens, le château n'était pas seulement une pierre résistant au fer, il était le temps lui-même, résistant à un rêve condamné. La survie de Stirling pendant la rébellion jacobite le rattache à ses légendes passées. Comme il avait tenu bon lors des guerres d'indépendance, gardant la route entre Highlands et Lowlands, il tint encore au XVIIIe siècle, refusant de céder aux rebelles qui rêvèrent de faire remonter le temps. Ces murs avaient affronté tout, des tours de siège médiévales aux canons modernes, et ils restaient là, toujours debout. Peu après, à Culloden, le rêve jacobite fut anéanti, laissant des châteaux comme Stirling témoins silencieux d'une cause qui avait brûlé vivement, mais brièvement. Aujourd'hui, quand vous contemplez la vue depuis Stirling dominant la rivière Forth, il est difficile de ne pas ressentir cet écho, le fracas des canons un matin d'hiver, la résistance obstinée de la pierre face au fer et l'espoir qui s'éteint. Ainsi, le siège jacobite de Stirling ne fut pas seulement une histoire de murs et de canons, c'était celle d'une nation à un carrefour, d'une rébellion affrontant la réalité et de vieilles pierres qui semblaient murmurer « Vous pouvez tirer vos canons, mais certaines choses ne se briseront jamais. » Le siège de Fort William, les Jacobites contre la puissance hanovrienne. Les montagnes des Highlands se dressent, sombres et déchiquetées, et blotties à leurs pieds, au bord du loch marin, se trouvait Fort William. Ce n'était pas un château romantique en grès rouge, ni un vieux bastion royal plusieurs fois centenaire, mais un fort moderne, sévère, fait de pierre et de poudre. Il n'avait pas été construit pour inspirer, mais pour survivre. Et lorsque l'armée jacobite vint l'assaillir, Fort William prouva exactement pourquoi il n'était pas une simple marque sur la carte. Ce n'était pas un siège ordinaire. C'était un choc entre l'ancienne tradition des rébellions des Highlands et la froide précision de la puissance de feu hanovrienne. Les Jacobites avaient l'élan. Dans tout le pays, les clans s'étaient levés dans la défiance, leurs bannières de tartan claquant fièrement au vent. Ils avaient la passion, le courage et le nombre. Mais lorsqu'ils se regroupèrent autour des murs de Fort William, ils se heurtèrent à un problème qu'aucune épée large ni bravoure ne pouvait résoudre. Ce n'était pas un château médiéval délabré comme Stirling ou Dumbarton, déjà assiégé par le passé. C'était une forteresse conçue pour les canons, des murs épais, inclinés pour dévier les tirs, des bastions couvrant chaque approche, et une artillerie capable de déverser la mort sur quiconque osait s'approcher trop près. Pourtant, les Jacobites essayèrent. Nuit après nuit, ils harcelèrent le fort, installant leurs propres canons sur les collines voisines. Ils tirèrent sur les murs, espérant percer, mais leur artillerie était trop légère, mal équipée et terriblement à court de poudre. Chaque salve était aussitôt répondue au centuple par les Hanovriens à l'intérieur. Le tonnerre des canons résonnait dans la vallée comme une tempête sans fin. Pour les soldats jacobites, cela devait ressembler à jeter des pierres contre une montagne, en attendant qu'elle s'effondre. À l'intérieur, la garnison hanovrienne était secouée mais confiante. Elle avait des vivres, des munitions et surtout des canons assez puissants pour nettoyer les pentes. Chaque fois que les Jacobites tentaient de creuser des tranchées ou d'amener des échelles, une pluie de fer les dispersait. Les murs de Fort William restaient au debout, noircis par la fumée mais intacts. Pour les défenseurs, chaque jour de survie confirmait que l'ingénierie moderne jouait pour eux. Mais ce qui rend ce siège encore plus intéressant, c'est que Fort William faisait partie d'un réseau. Après la précédente rébellion jacobite, à la fin du XVIIe siècle, le gouvernement avait compris qu'il ne suffisait pas d'éteindre les soulèvements et de repartir. Il fallait un contrôle permanent. Ainsi, des forts comme William, George et Augustus furent construits comme des sentinelles à travers les Highlands, reliés par les longues routes militaires du général Wade. Ils n'avaient pas été bâtis pour la beauté, mais pour étouffer la révolte à sa racine. La survie de Fort William n'était pas seulement celle d'une garnison, c'était la preuve que la stratégie globale du gouvernement fonctionnait. Les Jacobites, malgré tout leur courage, combattaient non seulement des murs, mais un système conçu contre eux. Les Hanovriens recevaient poudre et vivres par mer, leurs lignes d'approvisionnement sécurisées, tandis que les rebelles peinaient à nourrir leurs hommes dans les montagnes. Chaque jour de siège révélait l'écart entre les deux camps, une rébellion romantique face à la machine d'un État moderne. Les récits de l'époque racontent comment les Jacobites essayèrent de tirer des boulets chauffés pour incendier le fort,
Mais les murs et la conception rendirent ces tentatives dérisoires. Ils tentèrent aussi de couper les vivres, mais la garnison ne fut jamais vraiment affamée. Ce furent au contraire les Jacobites qui manquèrent, de nourriture, de poudre et d'espoir. Les hommes, campés à l'ombre des grands murs, devinrent agités, et les chefs de clan grondaient que chaque jour passé ici était un jour perdu, alors que de plus grandes batailles s'annonçaient ailleurs. Il y avait aussi la question du moral. Les défenseurs de Fort William savaient qu'ils avaient l'avantage, des murs épais, des canons puissants et la flotte du roi pour protéger les eaux. Les Jacobites, eux, commençaient à sentir qu'ils livraient une bataille impossible à gagner. Aucun assaut nocturne à l'échelle ne pouvait franchir ces bastions, aucune ruse ne pouvait contourner ces canons. Le siège devint une lente hémorragie d'énergie, une frustration plutôt qu'une victoire. Finalement, les Jacobites levèrent le siège, se repliant dans les Highlands, leurs espoirs brisés contre la pierre et le fer. Fort William avait tenu. Il n'avait pas seulement survécu, il avait donné une leçon. Les Jacobites avaient prouvé leur bravoure, certes, mais la bravoure seule ne pouvait abattre une forteresse bâtie pour un nouvel âge de la guerre. Quand on regarde la longue saga des sièges écossais, Fort William ressemble au dernier acte d'une grande pièce. Plus tôt, il y avait eu les escalades nocturnes audacieuses à Roxburgh, les combats acharnés de Bothwell, les canonnades déchirant Édimbourg. Mais ici, à l'ombre du Ben Nevis, l'histoire prit une autre tournure. Ce n'était plus une question de courage ou de ruse. C'était une question de technologie. Le monde avait changé, et avec lui le destin des rébellions jacobites. Et pourtant, en contemplant aujourd'hui les ruines de Fort William, on entend encore murmurer cette lutte, l'écho des canons, les cris des hommes en tartan, la résistance obstinée des murs refusant de tomber. Pour les Jacobites, ce siège fut une dure leçon. Pour l'histoire, ce fut la preuve que, aussi intemporelle que paraisse la rébellion, le temps apporte toujours de nouvelles armes, de nouveaux murs et de nouvelles fins. Plus encore, l'histoire de Fort William révèle quelque chose de plus profond, la fin de l'âge des châteaux en Écosse. Jadis, les hommes croyaient que les murs de pierre pouvaient décider du destin des nations. Mais au moment où les Jacobites tirèrent leur dernier coup sur Fort William, il était clair que le monde avait basculé. Aucune charge des Highlands, aucun acte héroïque ne pouvait effacer le fait que le canon et l'Empire avaient réécrit les règles. Fort William avait tenu, et la rébellion continua jusqu'à son ultime dénouement à Culloden, où le silence tomba pour de bon sur les châteaux d'Écosse. Le siège du château de Tantallon, la forteresse maritime de l'Écosse sous le feu. Tiens-toi sur les falaises escarpées de l'East Lothian, et tu le verras. Les ruines du château de Tantallon, agrippées au bord de la mer comme un sentinelle obstiné. Même aujourd'hui, ces murs de grès rouge se dressent à l'horizon, battus par les vents salés et le fracas incessant des vagues. Mais au XVe siècle, Tantallon n'était pas une ruine. Il était vivant, défiant, et au centre des conflits les plus brutaux d'Écosse. Ce n'était pas une forteresse ordinaire, c'était la forteresse maritime de l'Écosse, et quand elle fut prise pour cible, le choc fit trembler la terre comme la mer. L'histoire du siège de Tantallon commence avec une puissante famille, les Douglas. Pendant des décennies, ils furent les nobles les plus redoutables d'Écosse, si riches et influents qu'ils rivalisèrent parfois avec le roi lui-même. Leur forteresse de Tantallon incarnait ce pouvoir. Construite sur un promontoire rocheux, elle était presque imprenable. 3 côtés étaient se protéger par des falaises et la mer. Le seul accès se faisait par une immense muraille, assez épaisse pour résister à la plupart des engins médiévaux. Pendant longtemps, cela suffit à tenir les ennemis à distance. Mais en l'an 1491, le roi Jacques IV décida de la mettre à l'épreuve. Pourquoi ? Parce que les Douglas l'avaient défié une fois de trop. La loyauté était fragile dans l'Écosse médiévale, et Jacques n'allait pas laisser un château familial se dresser en monument à la rébellion. Il apporta avec lui une nouveauté que les bâtisseurs de Tantallon n'avaient pas vraiment anticipée, de lourds canons. La poudre changeait les règles de la guerre de siège, et Jacques était déterminé à prouver que ni falaise maritime ni porte de fer ne pourraient l'arrêter. L'armée royale déploya ses bombardes, d'énormes pièces capables de projeter des boulets de pierre avec une force tonitruante. Imagine le bruit résonnant contre les falaises, le vent marin portant la détonation à travers l'eau, tandis que des murs vieux de plus d'un siècle tremblaient à chaque coup. Pour les défenseurs, cela devait sembler comme si la terre elle-même voulait déchirer leur forteresse. Et pourtant, Tantallon résista. La mer était son bouclier, empêchant tout encerclement complet.
Les vivres pouvaient encore arriver par bateau. Le moral restait solide, et les Douglas n'avaient aucune intention de se rendre. Chaque coup de canon recevait une réponse d'arbalète et de mousquet depuis les remparts. La forteresse avait été conçue pour résister aux anciennes méthodes de guerre, et maintenant elle prouvait sa ténacité même face aux nouvelles. Jacques lança tout ce qu'il avait, et les murs tenaient toujours. Le siège s'éternisa, la frustration grandissant. Finalement, Jacques comprit que la force brute ne suffirait peut-être pas. Tantalon avait survécu à son baptême du feu de poudre. Plutôt que d'épuiser encore hommes et munitions, il se retira. Pour l'instant, la forteresse restait aux mains des Douglas, marquée, mais debout. Mais ce ne fut pas la dernière fois que Tantalon sentirait le tonnerre des canons. Un siècle plus tard, sous Jacques V, l'artillerie était devenue encore plus puissante, et l'ancienne forteresse céda davantage. L'âge des châteaux touchait à sa fin, et la poudre en était la cause. Pourtant, en 1491, lorsque la fumée se dissipa et que l'armée royale s'éloigna, les défenseurs pouvaient affirmer fièrement avoir tenu tête au roi et survécu. Ce qui rend ce siège fascinant, c'est qu'il marque un tournant de l'histoire écossaise. Les châteaux comme Édimbourg ou Stirling avaient été pris par surprise, par échelle ou par famine. Mais ici, à Tantalon, on voyait poindre un nouveau type de guerre, où les murs de pierre ne suffisaient plus, où les rois portaient le tonnerre dans des barils de fer, et où l'affrontement de l'ancien et du nouveau résonnait contre les falaises. Et il y avait une autre dimension, la politique. Jacques IV ne combattait pas seulement des pierres, il combattait l'ombre du pouvoir Douglas. Les Douglas avaient une longue histoire de rébellion et d'indépendance, parfois presque des rois eux-mêmes. Tantalon était leur déclaration d'indépendance. En l'attaquant, Jacques envoyait un message à toutes les autres familles nobles. Aucune forteresse, si forte soit-elle, n'échappait à la couronne. Le siège était autant du théâtre que de la guerre, et les deux camps le savaient. Les chroniques racontent que le bruit des canons résonnait jusque sur le Firth of Forth, effrayant pêcheurs et villageois à des kilomètres. Le bombardement fissurait la pierre, mais il fissurait aussi les esprits hors des murs, qui murmuraient que l'âge des châteaux touchait peut-être à sa fin. Pourtant, à l'intérieur de Tantalon, la vie continuait dans le défi. Les défenseurs réparaient les murs, rationnaient les vivres et faisaient sous confiance à la mer pour les relier à leurs alliés. Ce n'était pas seulement de la résistance militaire, c'était psychologique. Chaque jour de survie était une humiliation de plus pour le roi, et l'après-vie de Tantalon est tout aussi marquante. Lorsque Jacques V revint avec une artillerie plus redoutable en 1528, la forteresse subit de bien plus grands dégâts. Plus tard, au XVIIe siècle, lors de la campagne de Cromwell, les canons la briseraient de nouveau. Chaque siège arrachait non seulement de la pierre, mais aussi l'idée même que les châteaux puissent durer éternellement. Aujourd'hui, ces ruines impressionnent justement parce qu'elles portent les cicatrices de ces combats, des brèches béantes dans la muraille, des tours éventrées, autant de témoignages de siècles de défis. Mais il faut se souvenir qu'en 1491, le premier siège de Tantalon se termina non par une reddition, mais par une résistance. Pour les Écossais, cela comptait. Dans un monde où Stirling et Édimbourg occupèrent souvent toute la lumière, Tantalon rappelait que même sur une falaise battue par la mer, une forteresse pouvait défier un roi. Voilà pourquoi cette histoire nous captive encore. Ce n'est pas seulement un affrontement entre pierre et canon, ou une querelle entre un roi et ses nobles. C'est un tournant, le moment où le tonnerre de l'artillerie roula sur les côtes écossaises et où une forteresse maritime osa lui tenir tête. Les Douglas perdirent leur pouvoir à la fin, mais les échos de leurs défis résonnent encore dans les vents au-dessus de ces falaises.